Merci d'être fidèle. Voilà. Donc, toujours un plaisir de vous retrouver. Et c'est notre avant-dernier cours. Donc, on termine la semaine prochaine. De l'année. Mais l'année prochaine, ça continue. Voilà. Mais les meilleures choses ont une fin. En tout cas, de mon point de vue. Alors, je vais parler de stagnation séculaire aujourd'hui. Donc, une autre énigme de l'histoire de la croissance qu'on peut analyser du point de vue toujours du paradigme schumpeterien dont je vous ai parlé au début. Et en gros, si on veut parler de stagnation séculaire, on peut voir plusieurs choses, mais notamment, on essaie de comprendre pourquoi il y a eu un déclin de la croissance de la productivité dans les pays développés, notamment aux États-Unis, depuis, disons, 2005. Voilà. Et comment on explique ce déclin, voilà. Mais il y en a d'autres qui font remonter le déclin à plus longtemps. Voilà. Donc, il y a une ambiguïté sur jusqu'où faire remonter ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Mais en gros, le débat sur la stagnation séculaire, disons qu'il y a deux côtés, et voilà. Et donc, en fait, il y a un côté plutôt optimiste et un côté plutôt pessimiste. Mais le côté optimiste, c'est notamment, en termes d'historien, c'est Joël Mokyr, qui est donc un des lauréats du prix cette année. Et évidemment, moi et Peter Howitt, on est dans cette mouvance-là, quoi. On est plutôt du côté Mokyr, en fait, d'accord ? Mais du côté plus pessimiste, il y a Robert Gordon, qui est un merveilleux ami, en plus, et Charles Jones, qui sont tous les deux des merveilleux collègues et amis, et on a d'excellentes relations, j'allais dire. Et en fait, on se retrouve, quoi. On aime bien dire, bon, un est un peu plus optimiste, un peu plus pessimiste, mais nous sommes en fait très proches et très amis, et on est tout le temps en contact, et on discute, et ça se passe dans une merveilleuse atmosphère, voilà. Mais c'est toujours bien de savoir qu'on peut avoir un débat amical, et on essaie de progresser, chacun de nous. Il y a un peu de la vérité dans les deux, je pense, voilà. Du côté optimiste, il y a l'idée de dire, eh bien, depuis notamment la première révolution industrielle, eh bien, il y a eu sans arrêt, on sait, les pays ont réussi à se renouveler, voilà, à faire de nouvelles révolutions technologiques. Et chaque révolution donne lieu à des vagues. J'ai parlé de vagues technologiques la dernière fois. Et évidemment, au début, ça va très fort. Après, évidemment, on épuise un peu la vague. Mais il y a des nouvelles vagues. Je ne parle pas de cinéma ici, j'adore, je suis un passionné de cinéma, mais je ne voulais pas je ne voulais pas parler de Truffaut et de Chabrol, etc. Donc, il y a sans arrêt des nouvelles révolutions technologiques, et en fait, les gens ont tout le temps des idées nouvelles, quoi. Et alors, sur chaque chose en particulier, à un moment donné, ça s'épuise, mais il y a toujours des nouvelles lignes de recherche, il y a toujours des nouveaux projets qui font repartir la machine, quoi. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on pousse beaucoup avec Mokyr, Peter Howitt et moi-même, quoi. Et voilà, beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Et la vision un peu plus pessimiste, qui est celle mise en avant par Robert Gordon, mais aussi par Charles Jones, c'est que d'abord Gordon, mais on va aller en plus en détail, c'est qu'il nous explique en fait qu'il y a eu au début la grande révolution industrielle de la machine à vapeur. Elle a fait démarrer la croissance, c'était quand même quelque chose de très important. Il y a eu ensuite la révolution de l'électricité et des moteurs à combustion, celle des années 1920, qui a été également quelque chose de très important. Et puis, pour lui, la révolution des technologies de l'information, c'est quelque chose de moins important. Vous voyez, et un peu le sentiment, mais on reviendra là-dessus, c'est que les grandes idées, on les a déjà eues, et maintenant, on a des idées, mais c'est de moins en moins important. Voilà. Donc, il y a un peu l'idée, mais ça, c'est une vision de la stagnation séculaire sur longue période, c'est de dire, en gros, mais je reviendrai là-dessus, c'est la vision de l'arbre fruitier, c'est-à-dire que les fruits les plus mûrs, c'est ceux qu'on attrape le plus facilement, et ensuite il faut grimper au sommet de l'arbre, et les fruits qu'on attrape en haut, ils sont acides, et on risque de tomber, et voilà. Et un peu cette vision du progrès technique comme si tu veux, celle d'un arbre fruitier, où les fruits les plus faciles, les premiers sont les plus mûrs et les plus savoureux, et après tu dois grimper de plus en plus, et tu attrapes si tu ne tombes pas, tu attrapes des fruits plus acides. Voilà. Bon, mais en même temps, vous allez voir qu'on se retrouve quand même, voilà, avec
Et voilà. Et Robert Gordon a eu un doctorat honoris causa l'an dernier. Il est venu à Paris, il est venu à Lyon, et c'est un homme absolument adorable. Enfin, tous les deux sont des gens formidables. Et ils sont collègues, ils sont voisins de bureau, en fait, à Northwestern. Voilà. Pour que vous sachiez, vous allez voir, et ben vous avez Mokyr et Gordon, et c'est des vieux amis, et ils sont voisins de bureau. Et il y a ce grand débat, Mokyr-Gordon. D'accord? Voilà. Je continue. Et donc, normalement, je voudrais dire également, c'est notamment dans leur livre Good Economics for Hard Time. Alors, je pense qu'il y a eu une traduction française de ce livre, mais je ne sais plus, Duflo et Banerjee, qui sont également de très bons amis. Esther est prof ici au collège, et Banerjee, c'est son mari, et ils ont eu le prix Nobel ensemble. Et moi, j'ai connu Banerjee en 84. Donc, Esther Duflo elle avait 12 ans, avait 11 ans quand j'ai connu Banerjee, quoi. Ça fait un peu drôle, voilà. C'est comme quand je dis, quand j'ai connu Draghi, Macron avait 12 ans. Ouais, c'est bon, ça ne me rajeunit pas, quoi. Voilà, non, c'est ça. Le bad news, c'est que je ne suis plus tout jeune. Voilà. Bon, bref. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu et on va voir jusqu'où ces deux visions peuvent être réconciliées ou pas, quoi. Voilà. Et en fait, il y a de la vérité dans les deux. Voilà. En fait, c'est toujours utile quand il y a un débat. C'est comme les avocats, vous savez, il y a une cause, et c'est toujours bon d'avoir des avocats d'un côté, des avocats de l'autre, parce que ça vous permet d'accumuler beaucoup plus d'informations. C'est pour ça que le système des avocats est un bon système. Chacun cherche des arguments de son côté, et du coup, ça fait qu'au total, tu as beaucoup plus d'informations, quoi. Et là, on peut dire que c'est un peu la même chose. On va un petit peu parler d'abord, qu'est-ce que c'est que la stagnation séculaire? Les idées deviennent-elles plus difficiles à trouver? Et puis on va essayer de voir comment on peut expliquer la stagnation séculaire autrement que par le fait que les idées deviendraient plus dures à trouver. D'accord? Donc je vais parler de tout ça. Alors la stagnation séculaire, si je prends le point de vue Gordon d'abord, hein, d'accord? Donc pas trop ce qui se passe juste depuis 2005, mais un point de vue de beaucoup plus longue durée. Qu'est-ce que Gordon a en tête? Alors Gordon, lui, quand il parle de stagnation séculaire, en fait, si vous voulez, il se raccorde à des économistes plus anciens, notamment Alvin Hansen. Alors, Alvin Hansen, il a été prof à Harvard, et donc bien avant moi. Il a beaucoup contribué à diffuser aux États-Unis les travaux de Keynes. Donc, on l'appelle le Keynes américain. Et il a beaucoup conseillé Franklin Roosevelt et Harry Truman, et vous savez que Keynes a joué un rôle, les théories de Keynes ont joué un rôle important pour sortir de la Grande Dépression des années 30. Et M. Hansen a joué un rôle très important pour justement faire populariser les théories de Keynes aux États-Unis, auprès du gouvernement de Roosevelt, justement. Alors, lors d'une allocation devant l'Association américaine d'économie, la American Economic Association, Hansen dit que les États-Unis sont condamnés à une croissance faible dans un futur proche. Et cette prédiction, donc ça se passe donc dans un contexte où les États-Unis sortent péniblement de la crise de 29, mais évidemment, il n'avait pas anticipé la Seconde Guerre mondiale qui va relancer la dépense publique et donc la demande. Et en fait, les États-Unis ne vont pas connaître la stagnation. Nous, évidemment, notre PIB par tête va chuter parce que notre stock de capital va être détruit. Ça, je vous ai parlé de l'Europe et des États-Unis quand j'ai parlé de la trappe, la middle income trap. Nous, on va chuter parce que, évidemment, notre économie va être détruite. Mais aux États-Unis, eh bien, en fait, on n'observe pas. En fait, il y a un rebond juste après que Hansen dise qu'il y a un danger de stagnation. C'est toujours bien d'avoir des gens qui prédisent la stagnation, parce que pour les faire mentir, on rebondit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et donc, évidemment, plus tard, et ça va être la période où on commence à parler de stagnation séculaire aux États-Unis, et on en reparle à nouveau après la grande crise financière de 2008. À nouveau, il y a le thème de la stagnation séculaire devient populaire. Et c'est la crise des subprimes. À la suite d'un krach boursier aux États-Unis, le monde plonge dans une violente récession. Dans les années 2010, l'économie américaine revient progressivement à la stabilité. Et alors, on remet au centre du débat, la notion de stagnation séculaire. Alors, notamment, ça c'est vraiment le côté mondain de la chose. Hein. Et j'aime beaucoup. Larry Summers a été mon professeur à Harvard. Je l'ai eu ensuite comme collègue. Il a été, comme vous savez, secrétaire
d'État à l'économie aux États-Unis. Il a également conseillé beaucoup, au moment de la crise financière, il a conseillé Obama. Donc, voilà. Et voilà. Il a eu des déboires également comme président d'Harvard parce que il s'était exprimé, enfin voilà, bref, je ne vais pas parler des déboires de Summers à Harvard. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis maintenant. Vous savez, l'histoire du Nobel, je peux vous dire, c'est dramatique parce que tout ce que vous dites est retenu contre vous, quoi. Donc, ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Voilà. Donc, je dois faire attention, un peu attention. Voilà. Donc, je ne dirai que des choses très gentilles sur lui. Professeur à Harvard, médaille Clark qui récompense le meilleur économiste américain de moins de 40 ans, et secrétaire au Trésor sous Clinton, et puis ce président d'Harvard, et puis conseiller d'Obama au moment de la crise, d'accord. Et donc dans un article, enfin voilà, qui est un article un peu, enfin voilà, c'est toujours utile parce que c'est quelqu'un d'intelligent, il a toujours des choses intelligentes à dire, et c'est toujours, voilà, quelqu'un d'un esprit très rapide. Moi, je me rappelle, quand il était prof, il préparait jamais ses cours, donc c'était totalement brouillon. Mais si tu arrivais quand même à apprendre quelque chose, tu arrivais toujours à prendre des intuitions. Mais il valait mieux avoir appris le cours avant, parce qu'il n'arrivait jamais avec un cours préparé, quoi. C'était affreusement brouillon, mais c'est un type génial, donc tu l'écoutais et tu apprenais plein de choses. Mais il valait mieux avoir appris ton cours avant. Alors pour Summers, donc, les économies occidentales sont entrées dans une stagnation séculaire. Et lui, ça s'explique surtout du côté de la demande. C'est-à-dire qu'il pense que, eh bien, suite notamment à la crise 2008, il y a un déficit de demande en biens d'investissement. Et donc, il faudrait rétablir un taux d'intérêt négatif pour rétablir le plein emploi. Voilà, c'est ça son diagnostic. C'est que, tu vois, pour rétablir la demande, il faudrait un taux d'intérêt qui soit vraiment carrément négatif. On était à une époque de taux d'intérêt faible à l'époque déjà, tu vois. Donc il part du constat d'un écart durable entre le PIB, le produit intérieur brut effectif, et le PIB potentiel. Alors qu'est-ce que c'est que le PIB effectif? C'est la production de richesses mesurée réellement grâce à la comptabilité nationale. Qu'est-ce que c'est le PIB potentiel? Je ne vais pas vous ennuyer. C'est la production, c'est ce que vous pouvez produire potentiellement, étant donné les facteurs de production disponibles, et en supposant qu'il n'y a pas de fluctuation. Donc vous avez ce qui est vraiment produit, et puis vous avez ce que vous pourriez produire. Et lui dit qu'il y a un écart très important entre ce que vous pouvez faire et ce que vous faites, d'accord. Et donc, les crises économiques provoquent un écart passager entre le PIB effectif et le PIB potentiel. On produit en dessous de sa capacité, hein, d'accord. Et ce que Summers trouve troublant, c'est que cet écart perdure. Même si on revoit le PIB potentiel à la baisse du fait des destructions d'activités liées à la crise. Donc même en prenant compte de ça, eh bien, il dit, c'est fou quand même, on produit en dessous de ce qu'on pourrait, voilà, et de manière durable. Donc il dit, c'est un symptôme d'une économie atone, quoi, voilà. C'était un peu... Vous voyez, mais c'était un peu la vieille macro qui dit, voilà, on est atone, et normalement, il faudrait faire baisser énormément les taux d'intérêt, tu vois, pour stimuler l'investissement, parce que plus les taux d'intérêt sont faibles, plus l'investissement augmente, mais il faudrait les abaisser tellement, ils sont déjà tellement bas, qu'il n'y a pas moyen de les baisser davantage. Donc tu arrives à une trappe où ton taux d'intérêt est déjà proche de zéro, et quand même, tu as un déficit d'investissement. Tu vois, donc il dit, bah, c'est durable et on n'en sort pas, quoi. Voilà, tu vois. Mais c'est un peu une vision qui n'est pas une vision en termes d'économiste de la croissance, tu vois. C'est un peu ça le problème de Summers, c'est un peu la vieille macroéconomie, quoi. Hein, voilà, mais il y a toujours des bonnes intuitions. Hein. Alors, bon, donc ça, c'est Summers aux États-Unis. Au Japon, comme je vous l'ai peut-être dit avant, ça fait depuis les années 90 que, suite à l'implosion d'une bulle financière immobilière, le Japon, notamment, eh bien, est en croissance molle. Voilà. Donc le Japon était était parti pour croître, voyez, donc, et à partir des fin d'années 80-90, vous voyez, le Japon eh bien, stagne, alors qu'il était sur une trajectoire de croissance très rapide. D'accord. Donc ça, c'est le Japon, c'est la stagnation au Japon. Et on parle de décennies perdues pour désigner les années 90-220. Je ne sais pas si vous avez pu assister, certains d'entre vous, au cours de Takeo Oshii. Vous n'êtes pas venu? On avait un invité qui a donné plusieurs cours, et il a essayé d'expliquer le phénomène. Voilà, donc ça, il y a le phénomène japonais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Summers, c'est un peu une explication de dire, oui, voilà, la demande n'est pas assez grande, etc.,
je vais déjà quand même vous expliquer que pour moi, la stagnation japonaise, c'est vraiment une histoire schumpeterienne, quoi. Qu'est-ce qui se passe au Japon? Eh bien, vous avez une période de rattrapage technologique entre la fin de la guerre et les années 90. Vous avez l'émergence de ces gros conglomérats qui s'appellent les keiretsus. Et les keiretsus, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils inhibent, non seulement ils découragent l'entrée de nouvelles entreprises innovantes, mais en même temps, ils font beaucoup pression sur le gouvernement japonais pour ne pas introduire eh bien, la libéralisation du marché des biens et services qui serait nécessaire à une croissance par l'innovation. Et c'est ça le problème japonais. C'est vraiment en termes de modèle de croissance. Un peu ce qui manque à Summers, c'est que Summers, il n'a pas le modèle schumpeterien en tête, il raisonne avec la vieille macroéconomie. Et en fait, si tu veux vraiment comprendre la stagnation séculaire, je pense que l'idée, c'est de dire il faut aller vers l'économie de la croissance. Et je pense que ce soit Mokyr, Gordon, Howitt, moi-même et d'autres, et on est dans la vision de croissance. Et ce qui manque à des gens comme Summers, c'est qu'ils sont très la vieille macro. Tout d'un coup, l'investissement est insuffisant, il faudrait que les taux d'intérêt deviennent négatifs. Ils ne raisonnent pas du tout en termes de modèle de croissance. Voilà. Et je pense que ça, c'est le gros problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas... ce n'est pas l'explication convaincante à la stagnation séculaire. Alors aux États-Unis, en Europe, c'est la crise de 2008 qui semble être à l'origine de l'écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Donc on voit effectivement qu'il y a un écart qui se creuse, hein, on le voit à partir de la crise. Vous voyez, le PIB potentiel est là, et vous voyez que ça se creuse avec le PIB actuel, d'accord ? Mais si je reviens à Summers, qui est toujours la vieille macro, c'est de dire, voilà, les crises qu'ont connues les économies occidentales ont provoqué un double phénomène de hausse de l'épargne, de baisse de l'investissement. Dans une période de forte instabilité, les ménages mettent des économies de côté pour faire face aux aléas futurs. Les entreprises réduisent quant à elles le nombre de projets qu'elles lancent face à l'incertitude. Et puis pour lui, l'idée, c'est que l'incertitude se nourrit d'elle-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les ménages ne consomment pas, les entreprises n'investissent pas, et finalement, tu prolonges et tu tombes dans un espèce de pessimisme généralisé, et tu n'en sors pas, et donc ça te donne la stagnation séculaire. En plus, c'est cette vision-là qu'ils ont, d'accord? Voilà. Donc on a une hausse d'offres de capitaux, une baisse de la demande, ça doit entraîner une hausse de taux d'intérêt, mais à un moment donné, le taux d'intérêt, tu ne peux pas l'amener sous zéro, tu comprends? Donc ils ne sont pas parfaitement flexibles, des taux très négatifs sont impossibles en raison de la possibilité pour les agents de conserver leur épargne sous forme monétaire. Tu peux toujours détenir de la monnaie, donc ton taux d'intérêt ne peut pas être très négatif, parce que sinon, au lieu de détenir des actifs avec un taux très négatif, tu détiens du cash. Tu vois, donc ça te donne une borne inférieure. Les taux d'intérêt ne peuvent pas devenir, parce qu'il y a toujours un arbitrage. Tu peux détenir du cash ou tu peux détenir des obligations. Mais si les taux d'intérêt sur l'obligation sont très négatifs, ben, tu préfères détenir du cash. Donc ça te limite. Donc tu vois, il y a l'idée de dire, tu devrais normalement, pour équilibrer l'offre et la demande, tu vois, pour faire repartir l'investissement comme il faudrait des taux d'intérêt très négatifs. Et tu ne peux pas avoir des taux très négatifs. Tu as une espèce de trappe à liquidité. Et du coup, tu n'en sors pas, et du coup, tu restes dans un état de stagnation séculaire. Voilà, hein, d'accord? Donc l'idée, c'est ça. Ça éloigne le PIB effectif du PIB potentiel, et ça plonge le pays dans la stagnation séculaire. Donc c'est vraiment une vision que les ménages sont pessimistes, les entreprises sont pessimistes. Pour refaire repartir, il faudrait des taux d'intérêt très négatifs, mais comme les gens peuvent toujours détenir du cash, les taux d'intérêt ne peuvent pas devenir très négatifs, et du coup, tu restes en permanence dans cet état si tu veux, de sous-investissement et de sous-consommation. Voilà. Mais moi, je n'ai pas... Ce n'est pas ma vision à moi. Voilà. Moi, je ne crois pas que ce soit ça la bonne explication. Enfin, on peut expliquer temporairement une stagnation, mais si on veut vraiment expliquer la stagnation séculaire sur des périodes plus longues, je ne pense pas que ce soit en termes purement macroéconomiques de cette façon-là qu'on peut l'expliquer. Alors, Gordon évoque la question de la stagnation séculaire au même moment que Larry Summers, mais alors lui, il va se rapprocher de l'économie de la croissance. La vision Summers, c'est une vision demande, c'est-à-dire que les ménages, ils épargnent au lieu de consommer, et les entreprises, elles attendent pour investir. Et donc, c'est que la demande, si tu veux, c'est une vision où la croissance stagne, parce qu'ils ont une vision que c'est la demande qui tire la croissance, tu comprends? Et que donc, tu n'as ni de la demande de la part des ménages, ni de la demande de la part des entreprises, voilà. Et que c'est pour ça que tu prolonges l'exagération. L'approche qui va être commune à Gordon, et alors là-dessus, Gordon, Mokyr, Howitt et moi-même et les autres, on a en commun qu'on a une approche par l'offre, et pas une approche de la demande. Nous, le problème, c'est pas un problème de demande, c'est un
un problème d'offre. Vous voyez, donc vous comprenez, donc Sammer, c'est vraiment l'idée de dire, la sanction séculaire, c'est que tout le monde est pessimiste, personne ne veut investir et consommer, et donc tu restes toujours dans la demande reste insuffisante, les entreprises n'investissent pas, donc elles n'embauchent pas, donc tu n'as pas de salaire, donc tu n'as pas de demande, donc les gens épargnent, donc il n'y a pas de débouché pour les produits. Tu vois, c'est toujours un problème de demande qui explique la stagnation. Et là, maintenant, on va passer à une approche par l'offre. Et donc, c'est très différent. Lui, pour Gordon, c'est un problème d'offre et non un problème d'investissement. Les grandes innovations ont déjà eu lieu. Donc, pour lui, c'est vraiment ça. Il utilise ce que je vous disais tout à l'heure, la métaphore de l'arbre fruitier. Les meilleurs fruits sont ceux que l'on cueille facilement. Ils sont situés sur les branches basses, faciles d'accès. On les cueille en premier. Progressivement, la cueillette devient plus difficile et moins juteuse. Il faut grimper plus haut pour récupérer des fruits de moins en moins, de moins bonne qualité. Et c'est un petit peu ce qu'il a. Donc voilà. Par exemple, le Boeing 707. Alors voilà un exemple qu'il donne. Le Boeing 707 est mis sur le marché en 1958. Et à l'époque, c'est l'un des premiers avions commerciaux à réaction. Et ce nouveau mode de propulsion réduit considérablement le temps de vol et ça fait le succès du 707. Depuis cette date, remarque Gordon, depuis cette date, les temps de vol n'ont pas diminué. Il y a eu le Concorde, mais c'était une parenthèse. Et maintenant, ils ont même peut-être un peu augmenté par souci d'économie d'énergie. D'accord? Et donc, lui dit, vous voyez, donc il y a eu le 707, et puis finalement, maintenant, on n'améliore pas le temps, on améliore un peu le confort, mais finalement, il n'y a rien de dramatiquement nouveau par rapport à la révolution qu'a représenté l'introduction du Boeing 707. D'accord? Alors, donc, dans cet article-là, qui est est-ce que la croissance économique américaine est morte? Eh bien, Gordon fait remarquer qu'il n'y avait pratiquement pas de croissance avant 1750, ça on le sait, et lui considère, ça je vous ai déjà dit, que le décollage c'est en 1820 en Angleterre, hein, et qu'il ne se passe pas grand-chose avant 1820, et la vision qu'a Gordon un peu, ou qu'il défend dans cet article-là, c'est que eh bien, rien ne garantit qu'en fait la croissance est peut-être une parenthèse finalement, que voilà, ça a été le décollage industriel, ça a été la révolution de la machine à vapeur, il y en a eu d'autres vagues, mais sa vision à lui, c'est qu'il y a eu la grosse vague de la machine à vapeur, une un peu moins grosse de l'électricité, et puis c'est des vagues de plus en plus petites, quoi, et que finalement, peut-être que la croissance, au total, est une parenthèse dans l'histoire, puisqu'elle n'est vieille que de 200 ans. On ne connaît la croissance durable et soutenue que depuis 200 ans. Donc c'est peut-être une parenthèse, et voilà, que les 250 dernières années étaient peut-être un épisode unique dans l'histoire de l'humanité. D'accord ? Donc, alors il regarde, il s'intéresse à la croissance moyenne du PIB par tête, dans le pays qui est le pays avec le PIB par tête le plus élevé. Maintenant, c'est les États-Unis, mais avant, c'était d'autres pays. Ce fut l'Angleterre, ce fut d'autres pays avant, sur des intervalles de temps sélectionnés depuis le 1300. Donc, évidemment, États-Unis en 1300, il n'y a pas. Et donc, voilà. D'accord, mais on sait d'abord que c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis depuis 1906. D'accord ? D'accord, donc on regarde. Et ce qu'il voit, c'est que la croissance du pays en tête, c'est-à-dire en l'occurrence les États-Unis, connaît un pic entre 35 et 50, entre la Grande Dépression et le début des 30 Glorieuses, d'accord? Et depuis 1950, cette croissance diminue progressivement. Voilà, donc c'est ça qu'il regarde. Il dit, voyez, regardez le pays leader qui est les États-Unis, vous voyez que la croissance diminue. Mais ce n'est pas totalement... rappelons-nous quand même qu'il y a la vague d'éthique, que la vague d'éthique, quand même, fait monter la croissance. Et puis là, maintenant, il y avait la vague de l'IA, donc on va voir ce qui se passe avec l'IA, d'accord? Donc, ça a rebaissé, mais voilà. Mais il dit qu'en moyenne, la croissance moyenne, mais il fait des moyennes sur plusieurs années, il dit, malgré tout, malgré l'éthique, je vois quand même que, eh bien, on a eu d'abord une période d'augmentation, il y a eu le décollage industriel ici, et puis les États-Unis prennent le relais de la Grande-Bretagne, mais, vous voyez, depuis 2000, la croissance moyenne baisse, voilà. Alors, il projette ce ralentissement de la croissance à horizon 2100, et il estime que la croissance du PIB par tête du pays leader, qui est donc les États-Unis maintenant, atteindra 0,2% à la fin du XXIe siècle. Mais ça, maintenant, si vous parlez à Gordon maintenant, il ne dit plus ça, parce que maintenant, il est très intrigué par la révolution de l'intelligence artificielle, et maintenant, il ne vous dirait plus ça, quoi. Vous auriez Gordon en face de vous aujourd'hui, ça, il ne le dirait plus. D'accord ? Alors, une autre façon de se représenter le ralentissement est de regarder directement le PIB par tête et non son taux de croissance.
Et vous voyez donc déjà le décollage, hein, cette courbe-là, je vous l'ai faite plein de fois. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a décollage. Hein, alors d'abord, d'accord, et puis vous voyez, la courbe, elle tend à être logistique, elle tend à être comme ça. Vous voyez, il tend à y avoir un ralentissement. On voit bien que la courbe s'aplatit progressivement au cours du XXIe siècle. D'accord ? Donc la hausse du niveau de vie moyen se poursuit, mais à un rythme de moins en moins fort. Voilà. Donc c'est une autre manière de voir le ralentissement. Pourquoi un tel ralentissement ? Alors, donc lui dit qu'il y a ce ralentissement. Moi, je pense qu'il n'est pas durable. Je pense que le ralentissement, il n'est pas fait pour durer, mais moi, je suis peut-être un grand optimiste. Et lui, ce qu'il dit, c'est que, eh bien, pourquoi il y a un ralentissement ? Parce que lui pense qu'il y a des rendements décroissants au processus d'innovation. C'est-à-dire qu'au début, tu fais les grandes innovations et après, tu en fais de moins en moins grandes. Ou bien, quand tu as une nouvelle technologie, au début, tu as beaucoup d'applications de la nouvelle technologie générique et ensuite, tu épuises les applications de la technologie générique. D'accord ? Alors lui, ce que dit Gordon, c'est que toutes les révolutions industrielles ne se valent pas. Pour étayer ce constat, on peut comparer l'effet de différentes vagues technologiques sur la croissance de la productivité. Le problème, c'est que les données manquent pour la première vague, la machine à vapeur, et la quatrième, parce que l'IA, on est tout au début. Donc on va se concentrer sur l'électricité et les technologies de l'information. Et là, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, la seconde révolution, là, j'essaie de revenir. Voilà, je reviens là. La révolution de l'électricité était la plus importante. Elle a amené 80 années de croissance de la productivité entre 1890 et 1970. C'est ce que dit Gordon. Elle se caractérise par un nombre particulièrement important d'innovations secondaires, c'est-à-dire des innovations qui ont été rendues possibles par la vague de l'électricité, d'accord ? Par l'innovation générique de l'électricité. Donc les avions, la climatisation, les réseaux routiers, etc. D'accord ? Donc il dit, voilà, c'est déjà, peut-être que la machine à vapeur, c'est encore plus important, mais lui dit, moi, ce que je peux vraiment comparer, c'est l'électricité et la technologie de l'information. L'électricité, vous voyez, il y a beaucoup d'innovations secondaires. Par contre, si je regarde l'innovation secondaire de la vague d'éthique, elle permet un rebond de la croissance de la productivité. Ça, je vous en ai parlé, entre 1995 et 2005. Mais la vague mesurée est moins importante que lors de la révolution de l'électricité. Vous voyez, la vague de l'électricité, elle est là. Et la vague de TIC, elle est là. Donc lui dit, voyez, regardez, c'est vraiment l'arbre fruitier. On a pris les bons fruits. Voilà. Alors, je peux regarder un autre graphique qui s'intéresse à la productivité elle-même par opposition à son taux de croissance. Le ralentissement de la croissance de la productivité suite au TIC entraîne un décrochage de cette productivité par rapport à sa tendance. Mais ça, ce qui veut dire, mais là, il y a un problème, c'est d'expliquer le déclin de la croissance depuis 2005 aux États-Unis. Donc là, effectivement, il pose un vrai problème. Il y a la vague des TIC. Mais la vague d'éthique, ça donne d'abord un regain de croissance de plus 0,8 pourcentage par année pendant 10 ans, entre 1995 et 2005. Mais après 2005, il y a une baisse de la croissance de la productivité aux États-Unis. C'est pas, donc toujours une croissance positive, mais elle est beaucoup moins forte. Et ça c'est vrai que le problème se pose, pourquoi ça s'est passé. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'idée, ou est-ce que c'est une autre raison qui fait qu'il y a eu un déclin de la croissance, d'accord ? Donc là, la question se pose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un décrochage de la croissance de la productivité par rapport à sa tendance. Au début, la vague d'éthique donne quand même un regain de croissance, puis après, ça retombe. Pourquoi ça retombe ? D'accord ? Si la productivité pour la vague d'éthique avait suivi sa tendance de la deuxième révolution industrielle, le niveau de productivité serait supérieur de 60% au niveau actuel. Effectivement, il y a une énigme qui est pourquoi particulièrement la révolution d'éthique a été suivie d'un vrai déclin de croissance après. Peut-être plus que les révolutions précédentes. Ça demeure une véritable question. D'accord ? Donc, en fait, dans Gordon, c'est intéressant parce qu'il met le doigt sur des phénomènes qu'il nous faut expliquer. D'accord ? Alors, pourquoi il y a un ralentissement ? Alors, ce que dit Gordon, c'est que lui, selon lui, alors, toute la question, c'est qu'effectivement, la vague d'éthique, il y a un regain de croissance, mais suivi d'un grand déclin de croissance après. Et on doit l'expliquer. Alors, il y aura différentes explications, et je vais vous les soumettre. D'accord ? Et vous verrez vous-même, moi, il y a celle que je préfère moi, mais vous êtes tout à fait d'accord de dire à Guillaume, on n'est pas d'accord avec lui. D'accord ? Alors, pourquoi un tel ralentissement ? Selon Gordon, un grand nombre d'événements se sont produits dans la continuité de la seconde révolution industrielle. Il y a eu augmentation de la vitesse de transport. Il y a eu capacité à obtenir une température uniforme dans une pièce toute l'année. Ça permet de développer le travail au bureau. Transition des zones rurales vers les zones urbaines. Ces grandes transitions, ces grandes évolutions ont soutenu la seconde révolution industrielle. Donc, la seconde révolution industrielle, celle de l'électricité, a eu des effets secondaires, vous voyez, très positifs, quoi.
Mais ce n'est pas des effets qui sont reproductibles. Ça se produit une fois. Tu vois, tous ces changements, les vitesse de transport, capacité d'obtenir une température uniforme, transition des zones rurales vers les zones urbaines, ça se passe une fois, ça ne se passe pas tout le temps. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est qu'avec l'éthique, ça ne se reproduit pas. L'innovation est donc de plus en plus difficile. Voyez, donc il y a vraiment l'idée de dire, eh bien, l'électricité, c'est un truc formidable, ça donne plein d'autres idées, mais une fois qu'on les a eues, on les a eues, quoi. Et après, ça devient plus dur de trouver quelque chose d'équivalent à toutes les innovations secondaires qui ont résulté de la vague de l'électricité, quoi. En gros, plus on a eu d'idées, plus c'est difficile d'en avoir d'autres, quoi. Quelque part, ça a tellement bien marché, la machine à vapeur, l'électricité, qu'on a eu tellement d'idées que l'arbre fruitier a été vraiment épuisé et que vraiment, ça devient très dur de trouver d'autres fruits, quoi. Quelque part, on souffre, si tu voulais, du succès des premières révolutions industrielles. Elles ont été tellement bonnes que maintenant, les fruits vont être vraiment amers, quoi, parce que maintenant, ça va être vraiment dur d'en trouver. C'est un peu cette idée-là qu'il met en avant, d'accord ? À nouveau, avec l'IA, il est en train de se poser des questions. Bon, on verra bien, hein. Alors, donc, ça m'amène à l'idée, est-ce que vraiment les idées sont plus difficiles à trouver ? Est-ce que c'est vrai, cette idée-là ? Et donc là, je vais parler on va un petit peu discuter. Vous êtes encore en vie ? Incroyable. Ah là là, moi j'en ai des histoires à vous raconter, ce qui m'est arrivé depuis 4 semaines, mais je ne les raconterai pas. J'ai l'impression que ça a duré 6 mois, les 4 dernières semaines, mais bon, je ne dirai rien. Alors, les idées plus difficiles à trouver. Alors là, donc il y a cet article très intéressant, et donc je ne suis pas entièrement d'accord, mais c'est un très bel article. Et je vais passer du temps dessus. Tous sont des amis à moi, et 4 sur 5 sont des co-auteurs, d'accord ? Donc voilà, c'est très incestueux tout ça. Et donc, voilà, est-ce que les idées sont plus dures à avoir ? Voilà, c'est un très bel article. Et ils veulent évidemment toujours expliquer le ralentissement de la croissance, d'accord ? Et la thèse défendue par cet article, c'est que la croissance ralentit parce que les idées, à l'origine des innovations, sont de plus en plus dures à trouver. Et donc, il y aurait une forme de baisse séculaire de la productivité de la recherche. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus dur. Il te faut de plus en plus de chercheurs pour trouver un certain nombre d'idées, quoi. Tu vois ? Au début, tu pouvais mettre quelques chercheurs, tu aurais beaucoup d'idées, et maintenant, il faut en mettre beaucoup pour avoir peu d'idées, quoi. Voilà. On va essayer de montrer. Donc, ils vont défendre leur thèse, hein. C'est comme un tribunal, quoi. Tu défends ta thèse avec des données. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, l'économie, ça devient beaucoup une confrontation de modèles et d'idées, tu vois, et tu vas du modèle aux idées et tu retournes au modèle, et c'est ça qui est intéressant dans toute cette théorie de la croissance, c'est que c'est cette confrontation entre idées et recherche. Donc moi, avec Bloom et Van Drienen, j'ai écrit un papier sur la relation entre concurrence et croissance. Vous savez, quand je vous ai montré que la concurrence, ça stimule l'innovation près de la frontière et ça la décourage de la frontière, c'était au début. Alors non, au début, il n'y avait pas Van Drienen, il y avait Bloom et Blondel et Griffiths et Howitt. Et Van Drienen, j'ai travaillé avec lui beaucoup sur le rôle des investisseurs institutionnels dans la croissance, et j'ai travaillé sur différents papiers avec Van Drienen, et le rôle de la réglementation sur la croissance. Et avec Jones, j'ai travaillé beaucoup sur IA et croissance. Vous voyez, donc j'ai jamais travaillé avec eux ensemble, mais j'ai travaillé avec eux sur différentes choses, et ils sont formidables. Alors, donc d'abord, je voudrais dire qu'est-ce que c'est qu'une idée et comment mesurer l'effort déployé pour produire les idées. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une idée ? Alors, une idée, comment mesurer la production d'idées ? Alors, la littérature utilise traditionnellement le nombre de brevets déposés comme indicateur de la production d'idées. Ça pourrait être le nombre de papiers, d'ailleurs. Là, on me dit brevets, ça peut être les idées fondamentales, c'est plutôt les articles de recherche. Hein ? D'accord ? Le problème, c'est que le nombre de brevets par chercheur est relativement stable, voire en hausse au cours des dernières décennies. Donc, on peut difficilement dire qu'il y a eu un déclin, d'accord ? Donc, il faut défendre l'idée, quoi, parce qu'a priori, tu regardes juste le nombre de brevets par chercheur, le nombre est plutôt en augmentation. Donc, tu ne peux pas vraiment dire d'emblée qu'il y a déclin, d'accord ? Donc, comment ils vont défendre leur thèse ? Alors là, ils regardent le nombre de brevets par des résidents, le nombre de brevets déposés par des résidents américains en fonction du nombre de chercheurs dans le pays depuis 1996. Et donc, tu vois donc le nombre de brevets déposés par chercheur aux États-Unis. Et tu vois que le nombre, donc tu divises le nombre de brevets déposés, donc tu regardes le nombre de brevets déposés par le nombre de chercheurs en R&D.
et tu vois qu'eux disent, voyez, regardez, ça tend à baisser, quoi. Voilà, tu vois. Donc le brevet déposé par des résidents, hein, d'accord. Voilà. Entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, ce ratio double pratiquement, passant de 0,13 brevets par chercheur à 0,24. Ce n'est qu'ensuite que le ratio diminue, sans pour autant passer en dessous de son niveau de 96. Donc c'est vrai que si tu voulais faire une droite, tu trouvais quelque chose de croissant, mais lui te dit, si tu ne fais pas une droite et que tu autorises un truc un peu quadratique, tu vois que c'est plutôt un peu quadratique. D'accord. Donc déjà, il dit, voilà, il y a peut-être un déclin plus récent, quoi. Ça dépend de quand est-ce que tu fais démarrer. Si tu avais fait une droite de là à là, ta droite, elle serait légèrement croissante. Mais si tu regardes une courbe un peu comme ça, tu vois qu'il y a une baisse. Alors, deux explications à la croissance du nombre de brevets par chercheur. Les idées ne sont pas plus difficiles à trouver, ou bien un brevet d'il y a 50 ans ne vaut pas un brevet d'aujourd'hui. Changement dans ce qui peut être breveté, peut-être l'essor des algorithmes et des logiciels, l'évolution du cadre légal. Donc, voilà, est-ce qu'on mesure la même chose avec l'innovation avant et l'innovation maintenant? Alors, ils disent que le nombre de brevets, ce n'est pas tellement bon, parce que peut-être qu'un brevet aujourd'hui, ce n'est pas comme un brevet avant. On ne parle pas de la même chose, d'accord? Donc nous, on veut parler de la même chose. Donc, au lieu de regarder le nombre de brevets simplement, ils vont regarder la production d'idées et par ce que donnent ces idées, si vous voulez. Je vais regarder la qualité, je vais regarder l'effet des idées sur différents indicateurs économiques, productivité, vente. Au lieu de dire je vais regarder les brevets, je vais m'intéresser à est-ce que ça fait avancer le schmilblick, les brevets? Est-ce que ça augmente la productivité? Est-ce que ça augmente les ventes? Plutôt que de regarder les brevets eux-mêmes, parce qu'il y a peut-être des très bons brevets, des pas très bons brevets, comment je peux savoir? Alors, une manière, ça serait de regarder les citations, mais ça, visiblement, on ne sait pas ce qu'ils regardent. Ils regardent plutôt, est-ce que ça fait avancer la productivité ou pas? Ou est-ce que ça fait avancer les ventes ou pas? D'accord. Comment mesurer l'effort déployé pour produire ces idées? Alors, une première manière, c'est de regarder les dépenses en R&D. Donc, hein, pour générer des idées, on dépense en R&D, d'accord? Donc, voilà. Et ça permet d'évacuer le problème de l'hétérogénéité de qualité parmi les chercheurs. Tu as des plus ou moins bons chercheurs. Si tu regardes juste le nombre de chercheurs, ce n'est pas satisfaisant parce qu'il y en a qui sont très productifs, il y en a d'autres qui sont moins productifs. Les dépenses en R&D, c'est les dépenses en R&D. D'accord. Et alors là, le graphique, on regarde le taux de croissance du ratio entre dépenses de R&D et nombre de brevets. Et ce ratio a connu une croissance positive. Donc, le dépense de R&D et nombre de brevets. Donc, tu vois que par brevet, tu vois qu'on dépense de plus en plus de R&D par brevet produit. Donc, tu te dis, le coût de production des brevets a augmenté. Donc, c'est peut-être une mesure déjà d'idées de plus en plus dures à avoir, tu vois. C'est que peut-être qu'il y a plus de brevets, mais on dépense beaucoup plus en R&D à côté, quoi. Tu vois. Donc, si je regarde le coût, si tu veux, les dépenses en R&D et le nombre de brevets, ben, tu vois que le coût de production d'un brevet augmente. D'accord? Donc, ça te donne quand même l'idée que les idées sont plus dures à avoir. Alors, il y a un autre indicateur de l'effort de recherche, c'est le nombre de chercheurs. Mais à nouveau, le problème, c'est que tous les chercheurs ne se valent pas. Mais bon, ils s'inspirent des modèles de croissance pour lesquels l'innovation est une fonction de la quantité de travail allouée à la recherche. Donc, pour déconvertir les dépenses de R&D en nombre de chercheurs, les auteurs divisent ces dépenses par le salaire moyen d'un homme. Oui, là, ce n'est pas un homme ou une femme. Hein. Oui, là, il y a un petit problème là, il va falloir qu'on reprenne. Là. Oui, aïe. D'un homme, ils ont regardé homme seulement. Mais c'est dingue, ces gens, c'est des machos. Mais ils sont incroyables. C'est fou, quoi. D'ailleurs, il n'y a que des hommes dans ce groupe-là, d'ailleurs, de co-auteurs, ça ne va pas du tout. Que des hommes, et ils parlent des hommes. Ouh là 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 là. Not good. Je connais au moins une personne dans la salle qui ne serait pas contente du tout. Voilà, d'accord. Donc ils regardent les dépenses de R&D en nombre de chercheurs. Les auteurs divisent les dépenses de R&D par le salaire moyen d'un homme, visiblement, avec 4 années d'éducation supérieure. Bon, ils donnent à cette nouvelle variable le nom de nombre effectif de chercheurs. Tu vois? Et ils disent, je ne peux pas dire le nombre actuel de gens, mais je vais dire, je vais diviser les dépenses de R&D par le salaire moyen, et ça va me donner quelque chose d'homogène, un nombre de chercheurs qui sont homogènes. Tu vois, voilà. D'accord? Et l'idée, c'est que tu dis, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et eux, ils disent, ben, le taux de croissance de la productivité, parce qu'eux, ils disent, on va regarder la croissance de la productivité. Donc, ils vont dire, ben, la croissance de la productivité, elle dépend du nombre de chercheurs et de la productivité de leur recherche, c'est-à-dire du nombre d'idées par chercheur. Tu vois, c'est-à-dire, tout dépend de combien de chercheurs tu as dans l'économie et combien d'idées en moyenne chacun a, quoi. D'accord? OK?
Donc, là, j'ai mis un peu d'anglais, mais je vais vous le traduire, d'accord? Parce que sinon, moi, je sais à tous les coups, je vais me rabasser un message qui dit comment il y avait une ligne dans cette langue absolument cryptique qui est l'anglais. Donc, je vous la traduis. Croissance économique, c'est la productivité de la recherche multipliée par le nombre de chercheurs, d'accord? On va faire une traduction française. Voilà. Et alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, eh bien, il dit, si vous regardez la croissance moyenne de la productivité, elle est de 2% ou 5% selon, mais elle est assez plate. Et en fait, elle dit, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de chercheurs, calculé comme je vous l'ai dit, dépenses de recherche divisées par salaire moyen, ça a augmenté. Donc forcément, la productivité de la recherche a diminué. Parce que le raisonnement est le suivant, c'est de dire, si je vois que le taux de croissance, il est en gros, à part le petit pic entre 1995 et 2005, si le taux de croissance de la productivité américaine est constant à 2%, et que vous voyez que le nombre de chercheurs, calculé comme je vous ai dit, augmente, c'est que forcément, la productivité de la recherche, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la productivité, ça donne à baisser. Vous voyez comment ils raisonnent? Donc ils vous disent, ben moi, je vois que le taux de croissance, ça c'est le raisonnement très macro. Ça c'est un raisonnement d'ailleurs qui est dû à Jones lui-même. Déjà en 1995, Jones lui-même fait ce raisonnement, et il dit, voyez, moi je suis dans un monde où la productivité de la recherche baisse forcément, puisque vous voyez un taux constant de croissance de la productivité, et vous voyez le nombre de chercheurs qui augmente. Ben forcément, leur productivité, ils font de moins en moins avancer ce public, puisqu'ils sont plus nombreux pour le même résultat. D'accord? Bon. Donc, d'accord, donc le nombre de croissance suit un rythme de croissance soutenu, mais la productivité, forcément, elle a décliné puisque la croissance au total est la même, d'accord? Donc, vous voyez, regardez, d'ailleurs, on voit là, vous voyez que la croissance moyenne de la productivité globale des facteurs, elle est plus ou moins comme ça, quoi, vous voyez, ça c'est la croissance de la productivité globale des facteurs aux États-Unis, et vous voyez que le nombre de chercheurs effectifs calculés par la dépense en R&D divisé par le salaire moyen d'un chercheur, elle, ça augmente. Donc vous voyez que, eh bien forcément, vous voyez que, en fait, ben forcément, la productivité par chercheur baisse. Voilà. Ça, c'est leur point. D'accord? Mais je vais critiquer tout ça, moi, après. Hein. Mais peut-être que j'ai tort. Même pas. OK. Donc, voilà. Alors là, j'ai regardé l'ensemble de l'économie. Et j'ai regardé la productivité dans l'ensemble de l'économie et pas la productivité des seuls chercheurs. D'accord? Donc à quand même garder en tête que la productivité de la recherche, évidemment, elle influence le taux de croissance de la productivité globale des facteurs, mais elle n'est pas le seul déterminant de la productivité. Donc comment isoler la productivité de la recherche? Donc ils vont s'intéresser au ratio entre la croissance de la productivité globale des facteurs et les dépenses totales de R&D. Et donc qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Donc ils voient la chose suivante, c'est que vous avez en bleu, eh bien, la productivité de la recherche. Vous voyez, donc la productivité de la recherche, vous voyez, elle est là, d'accord? Et le nombre de chercheurs est là. Vous voyez, donc vous voyez vraiment la productivité de la recherche et le nombre de chercheurs. Et vous voyez qu'il y a une baisse de la productivité de la recherche et il y a une hausse, dans ce que je vous ai dit, la productivité de la recherche, elle baisse, le nombre de chercheurs augmente, et le total, c'est la croissance de la productivité qui, elle, reste constante, d'accord? Voilà. Donc l'effort de recherche a été multiplié par 23, soit une croissance annuelle de 4,3%. À l'inverse, la productivité de la recherche a été divisée par 41, soit une baisse moyenne de 5,1% par an. D'accord? Donc, alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils disent, bon voilà, ça j'ai regardé globalement, mais je vais peut-être que les secteurs, c'est mal défini, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder, quoi. Peut-être que c'est quand même très agrégé, donc je vais me concentrer sur des secteurs en particulier. Je vais regarder l'informatique, l'agriculture et la médecine. Donc je vais me concentrer maintenant sur des secteurs particuliers, d'accord? Alors pourquoi choisir ces trois secteurs? D'abord parce qu'il y a des données, d'accord? Et on des données notamment sur la production d'idées. Alors c'est évidemment plus difficile de mesurer l'effort de production de ces idées, et on va voir comment ils font à chaque fois. D'accord? Par exemple, moteur à explosion, panneaux solaires, éclairage électrique, séquençage du génome, comment mesurer l'effort pour produire ces idées-là.
Alors, on va regarder, dans, par exemple, l'éclairage. Donc, je vais regarder un exemple d'innovation particulière. C'est alors le prix de la lumière, par exemple, grâce aux séries temporelles construites par Nordhaus. Mais il paraît difficile d'identifier spécifiquement la R&D qui est à l'origine de ces progrès parce qu'elle est disséminée dans plusieurs technologies, générateurs électriques, lampes fluorescentes, LED, etc. Donc c'est toujours très compliqué, vous voyez, d'allouer parce qu'il y a des efforts de recherche qui se répandent sur plusieurs secteurs. Donc c'est très difficile de dire quelle est la part qui va là et pas là, parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des spillovers, il y a des effets d'externalité. Un même effort peut servir à beaucoup de technologies en même temps, et c'est très difficile d'allouer ce qui revient à chaque technologie. Voilà, ça rend le travail très très compliqué. Donc on va regarder ces trois secteurs, informatique, agriculture et médecine. Alors là, donc le secteur de l'informatique se développe dans le mouvement de la vague des TIC. En 1865, Gordon Moore, futur fondateur d'Intel, émet la prédiction suivante: le nombre de transistors dans un circuit va doubler tous les ans. D'accord ? En 70, il revoit sa prédiction à la baisse: le nombre de transistors va doubler que tous les 2 ans. La prédiction de Gordon est ensuite remarquablement confirmée par les données. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement qu'on voit que tous les 2 ans, le nombre de transistors dans un circuit intégré, on dit un chip en anglais, double, effectivement. D'accord ? Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a. Vous voyez, la courbe en pointillé bleu représente la trajectoire prédite par Moore, et la courbe en rouge, c'est effectivement l'évolution du nombre de transistors. Donc c'est une loi, la loi de Moore, elle était incroyablement vérifiée, quoi, jusque récemment. C'est incroyable, le nombre de transistors par circuit intégré double tous les 2 ans, c'est quand même super beau, c'est remarquable, voilà. Bon, d'accord, donc les courbes se confondent quasiment. Donc évidemment, l'augmentation du nombre de transistors, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est que ça permet d'augmenter la qualité des ordinateurs. Pourquoi vous avez des ordinateurs beaucoup plus performants? Parce que vous avez beaucoup plus de transistors par circuit intégré que vous en aviez avant. C'est ça l'intérêt, d'accord? Donc c'est une innovation incrémentale, mais avec un impact réel sur la productivité, donc sur la croissance. Mais le truc, c'est que je vais passer sur le truc suivant, c'est que en fait, je sais que la loi de Moore, c'est une augmentation du nombre de transistors et donc de la productivité. Le fait de doubler le nombre de transistors tous les 2 ans, c'est une augmentation de productivité de 35% par an. On considère que cette hausse représente la productivité de la recherche en informatique. D'accord ? Mais la chose qui est importante, c'est que, disons que le taux de croissance de la productivité, induite par les transistors, elle est constante à peu près, vous voyez ? Mais le nombre de chercheurs nécessaires, lui, ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, que tous les 2 ans, le nombre de transistors a doublé pendant une certaine période, mais pour y arriver, il a fallu de plus en plus de chercheurs. Et c'est pour ça qu'ils disent, voyez là, à nouveau, c'était plus dur. Parce que c'est vrai que j'ai maintenu le rythme, mais pour y arriver, il fallait que j'ai de plus en plus de chercheurs. Voyez ? Donc, vous voyez bien que c'est de plus en plus difficile. D'accord ? Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'il met le taux de croissance qui est maintenu, mais il le met en regard des effectifs des grandes entreprises de semi-conducteurs. Et il regarde les effectifs, vous les connaissez, toutes ces entreprises, et on voit qu'en fait, si vous voulez, eh bien, pour respecter la loi de Moore, pour obtenir un doublement du nombre de transistors tous les 2 ans, eh bien, il a fallu de plus en plus de chercheurs. Le nombre nécessaire de chercheurs pour doubler la densité de puces, les circuits intégrés, on appelle ça des puces également, eh bien, c'est plus de 18 fois supérieur au nombre requis au début des années 70. Donc, ils disent, vous voyez, les idées sont plus dures à avoir aujourd'hui qu'avant. D'accord ? Alors, moi, je vais vous faire une critique. La critique d'Aguillon, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que maintenant, la qualité a augmenté beaucoup. Ce que peut faire maintenant une puce, c'est beaucoup plus que ce qu'elle pouvait faire avant. Donc, il faudrait déflater par la qualité de la puce. Une puce d'aujourd'hui est beaucoup mieux qu'une puce d'avant. Et s'ils déflatent pour la qualité, peut-être qu'ils vont trouver que les idées ne sont pas plus dures à avoir. On a de plus en plus de chercheurs pour doubler le nombre de transistors, mais maintenant, on sait même que ce n'est pas nécessaire. Pour l'IA, en fait, il suffit de les disposer autrement, les transistors. Tu n'as plus besoin de doubler le nombre. Tu les disposes autrement, et déjà, tu fais beaucoup de progrès. Et ça te donne des puces beaucoup plus performantes, qui peuvent faire beaucoup plus de choses. Et ça, ils ne regardent pas. Donc, eux ne regardent pas ce que peut faire une puce.
Ils ne disent pas que la puce peut faire beaucoup plus de trucs aujourd'hui qu'avant. Et ça, c'est une des critiques. Moi, j'avais discuté leur papier justement au congrès américain, mais même pas le même de celui qu'Hansen, parce que là, c'était mais plus récent. Et j'avais dit, le problème, c'est que vous ne regardez pas la qualité des puces et toutes les fonctions qu'elles peuvent remplir. Et une puce d'aujourd'hui peut faire beaucoup plus de choses qu'une puce d'avant. Donc vous devriez avoir une mesure de la variété de ce que peut faire une puce, qui serait une mesure de la qualité de la puce, et déflatée par ça. Et à ce moment-là, moi, je vous fiche mon billet que là, vous ne trouverez pas autant que les idées sont plus dures à avoir. Parce que vous produisez des puces bien meilleures maintenant qu'avant. Et ils ne m'ont jamais répondu à cette critique. Voilà. Mais ce sont de très bons amis, je les adore. Et je les invite tous, d'ailleurs, ils viennent tous. Van Reenen, Bloom ne peut pas venir, mais Van Reenen et ils viennent à Stockholm avec moi. Et Jones. Ils seront avec nous à Stockholm. C'est sympa quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, eux disent, vous voyez, ça correspond à une baisse de la productivité de la recherche. Mais à nouveau, mon objection, c'est que les puces d'aujourd'hui sont bien meilleures que les puces d'avant. Et donc, si tu déflates par la qualité de la puce, non, non, non. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Bon, mais je les adore et j'adore enseigner ce papier. Bon, l'agriculture. Agriculture. Donc voilà, pour l'agriculture, les rendements ont progressé depuis le milieu du XXe siècle dans la plupart des cultures. D'accord ? Mais les rendements ont souvent été constants ou légèrement décroissants, donc pour le soja constant, et légèrement décroissants pour, vous voyez, pour le maïs et le blé, que vous voyez là, le maïs et le blé, voilà, qui sont là. D'accord ? On compare le taux de croissance moyen sur 5 ans des rendements, en bleu, avec 2 mesures du nombre effectif de chercheurs spécialisés dans l'innovation agricole, en vert. D'accord ? Et les mesures, c'est quoi ? C'est le nombre de chercheurs spécialisés dans l'efficacité des semences, le nombre de chercheurs spécialisés dans l'efficacité des semences ou la protection des cultures. Et que ce soit ou l'un ou l'autre, on voit qu'on a un taux de croissance à peu près constant ou pas très grand, et une croissance beaucoup plus grande du nombre de chercheurs agricoles, mesuré par l'un ou par l'autre. Hein, d'accord ? Vous voyez, les courbes en bleu, il n'y a pas de. Vous voyez que la courbe en bleu, elle est quasiment plate, et vous voyez que les courbes en vert sont très fortement croissantes. Donc, à nouveau, il faut. Hein, donc, à chaque fois, alors que le taux de croissance des rendements stagne ou diminue, le nombre de chercheurs travaillant sur le sujet croît fortement. D'accord ? Donc, à nouveau, eh bien, c'est plus dur d'avoir des idées. D'accord ? Quand on s'intéresse maintenant au secteur agricole dans son ensemble, le constat est le même, alors que le résultat de la recherche mesurée par la croissance de la productivité globale des facteurs dans l'agriculture en tant que telle diminue légèrement, eh bien, le nombre de chercheurs effectifs double pratiquement entre 1970 et 2007, donc la productivité de la recherche est divisée par 4 sur la période. Voilà. Alors, non, la dernière, c'est médecine. Pour estimer la productivité de la recherche médicale, les auteurs étudient l'évolution du nombre de molécules approuvées par le Food and Drug Administration, l'organisme indépendant chargé de s'assurer de la fiabilité des médicaments. L'effectif de chercheurs est approximé à partir des dépenses de R&D des compagnies pharmaceutiques, d'accord ? Et l'évolution du nombre de molécules est en bleu, et à nouveau, vous voyez que vous avez productivité de la recherche qui baisse et le nombre de chercheurs qui augmente. Hein. Donc, on a une représentation en X. On voit que la productivité de la recherche médicale diminue fortement. Elle est divisée par 6 sur la période de 1970-2015. Le nombre de chercheurs, lui, le nombre de chercheurs dans le secteur augmente fortement. Il est multiplié par près de 16. Voilà. Et à nouveau, ils vous disent, voyez, les idées sont plus dures à avoir. Le constat reste le même quand on se concentre sur l'exemple de la recherche contre le cancer. On mesure cette fois la productivité de la recherche par le gain d'espérance de vie en vert, suivant l'échelle de droite, qu'elle procure en moyenne à la population, et après, une forte hausse jusqu'en les années 90, la croissance de la productivité diminue après. Voilà. Donc, vous voyez les exemples qui sont à l'inverse. Les efforts de recherche contre le cancer s'intensifient. Les auteurs utilisent 2 indicateurs pour mesurer ces efforts, le nombre de publications d'articles et le nombre d'essais cliniques. Et vous voyez, dans les 2 cas, ça augmente, mais les résultats ne se font pas sentir. Voilà. Mais je pense qu'on est à la veille de grandes révolutions. Si on s'intéresse à la productivité de la recherche contre le cancer, le ratio du gain d'espérance de vie par le nombre de publications, on observe qu'elle augmente jusqu'au milieu des années 80 et elle diminue fortement après. Au total, entre 1975 et 2006, cette productivité est divisée par 1,2 si on s'intéresse aux publications et elle est divisée par 4,8 si on s'intéresse aux essais cliniques. Mais moi, je pense qu'on est à l'aube de grandes découvertes. Voyez, moi, je pense que les grandes révolutions sont à venir. Voilà. Je pense que l'ARN messager, notamment, c'est très prometteur, à mon avis, enfin, et d'autres.
Donc les trois exemples dont je vous ai parlé, informatique, agriculture, médecine, semblent étayer la thèse selon laquelle les idées sont de plus en plus dures à avoir. On pourrait penser que ces phénomènes sont tributaires de caractéristiques spécifiques à ces secteurs. Dans le but de généraliser leurs propos, les auteurs s'intéressent à des données portant sur l'ensemble des entreprises cotées en bourse. Et ils comparent l'évolution du nombre de chercheurs en orange, c'est-à-dire est-ce qu'il a augmenté. Donc tu sais, selon des endroits, tu as différents secteurs, tu as hétérogénéité, et tu regardes l'évolution, quoi. Tu vois là où c'est le plus... tu as le factor change in research productivity, tu regardes l'évolution de la productivité de la recherche, c'est en bleu, et l'évolution du nombre de chercheurs, et tu vois selon les secteurs, hein, c'est ça, hein, tu fais les distributions, elles sont en quoi? Voilà, les entreprises dans différents secteurs, c'est ça. Et donc, tu vois que tu as des entreprises pour lesquelles la productivité de la recherche n'a pas beaucoup augmenté, d'autres pour lesquelles elle a augmenté, mais tu couvres l'ensemble des secteurs de l'économie, tu vois. Donc, tu vois quand même que tu as toujours des courbes comme ça, tu as très peu de gens très mauvais, tu as très peu de gens très bons, et tu as beaucoup de gens au milieu, que ce soit en augmentation de la recherche de la productivité, ou que ce soit en augmentation du nombre de chercheurs, d'accord? Tu représentes ça en distribution. Tu as des entreprises qui augmentent très peu leur nombre de chercheurs, d'autres beaucoup. Tu as des entreprises qui augmentent beaucoup leur recherche de productivité, la productivité de la recherche, et d'autres beaucoup. Donc tu as toujours des courbes en cloche. Mais ce qui est intéressant, c'est que la courbe en cloche, du nombre de chercheurs, elle est à la droite de la courbe en cloche de l'évolution de la productivité. Donc tu vois que, quelque part, ça veut dire que le nombre de chercheurs, en moyenne, augmente plus que la productivité. C'est une autre manière de le voir. Mais tu tiens compte de l'hétérogénéité. Mais tu vois quand même les distributions, et tu vois que l'une, elle est décalée par rapport à l'autre. D'accord ? Voilà, donc la majeure partie de la zone orange, donc de la courbe de l'augmentation du nombre de chercheurs est à droite du 1, c'est-à-dire qu'il y a vraiment augmentation, alors que la majorité d'entreprises voient, donc ça veut dire que pour la plupart des entreprises, ils augmentent leur nombre de chercheurs, mais c'est l'inverse pour la zone bleue, tu vois que la plupart des entreprises sont à la gauche du 1, c'est-à-dire pour la plupart des zones bleues, la productivité de la recherche diminue. Donc pour la plupart des entreprises, le nombre de chercheurs augmente, mais la productivité diminue. La plupart des entreprises sont à droite du 1, tu vois, ou qui dit 1, ça veut dire que tu n'augmentes pas du tout ni l'un ni l'autre, tu vois, et bien la plupart des entreprises sont à la droite du 1 en termes d'augmentation du nombre de chercheurs, mais elles sont à la gauche du 1 en termes d'augmentation de la productivité. Voilà. Donc la majorité d'entreprises voient la productivité de ces chercheurs diminuer, mais une majorité d'entreprises voient le nombre de chercheurs augmenter. D'accord ? Voilà. Donc, alors moi, je crois que là, il y a pourquoi moi j'ai un problème avec ça, voilà. Donc je vous ai dit sur les chips, sur les circuits intégrés, eh bien, ils ne regardent pas ce que peuvent faire les circuits intégrés, donc c'est déjà une grosse objection. Et puis moi, je crois qu'il y a une autre chose, c'est-à-dire qu'il se peut que sur chaque ligne, sur chaque technologie, on a des rendements décroissants. Mais en fait, au total, ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, en ce moment, moi, je regarde la production de papier d'économie. Vous allez dire peut-être les papiers d'économie, ça ne sert à rien, d'accord ? Mais qu'à nous faire vivre, nous. Mais voilà, ça c'est possible. Mais on s'est interrogé à un truc très intéressant. Enfin, on regarde ça avec des collègues. Ils ne sont pas là aujourd'hui, Luc et Raphaël, mais s'ils étaient là, ils pourraient vous dire moi. On dit, voilà, il y a eu différentes théories. Si tu veux, en gros, il y a et chaque théorie, la théorie de l'équilibre général, dont tu regardes le nombre de papiers, et sur chaque théorie, ou sur chaque domaine de l'économie, ou théorie empirique, ça fait un peu une courbe en cloche, quoi. Et puis, mais après, tu as d'autres théories qui font des courbes en cloche. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si tu regardes chaque domaine en particulier, tu as une courbe en cloche. Parce qu'à un moment donné, le domaine devient le domaine d'école, et puis à un moment donné, il passe de mode, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as une courbe en cloche. Mais tu as sans arrêt des nouveaux domaines qui apparaissent. Et donc, en fait, si tu regardes le total, il n'y a pas de rendement décroissant. C'est-à-dire que les idées sont plus dures à avoir dans chaque domaine en particulier, mais ils ne sont pas plus durs à avoir au total, parce que tu as sans arrêt des nouveaux domaines. À un moment donné, j'épuise un domaine, je rentre dans un nouveau domaine. Et si tu regardes les prix Nobel, par exemple les domaines des prix Nobel, chacun de leurs domaines a fait comme ça. Alors moi, le mien est encore ça va. Il va bientôt tomber, mais moi j'ai pris un domaine particulier, comme je vous ai fait la blague 10 000 fois, elle ne pourra plus vous faire rire. Le jour où je deviens complètement obsolète, je valide ma propre théorie. Donc ça, j'ai fait de la destruction créatrice. Donc moi j'ai assuré mes arrières, j'ai pris un contrat d'assurance.
Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils voient des technologies en particulier, mais il y en a sans arrêt des nouvelles, quoi. Et c'est ça qui fait que ça... Donc, évidemment qu'à un moment donné, on épuise les ressorts d'une technologie ou d'une ligne de recherche donnée. Mais il y a sans arrêt des nouvelles lignes, des nouveaux paradigmes qui apparaissent et qui font repartir le schmilblick. Je suis sûr que l'ARN messager, c'est une grosse histoire qui démarre. Et il y a beaucoup d'autres choses. En l'immunologie, pour combattre le cancer, je crois que c'est un gros truc. Il va y avoir plein de lignes nouvelles, vous voyez, je veux dire, on va pouvoir il va y avoir des grandes découvertes. Et il y a sans arrêt et l'IA, alors n'en parlons pas. L'IA, c'est un gros, c'est big deal, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que l'IA, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont, ça va doper la croissance, quoi. C'est évident qu'il y a le nombre d'idées produites, rien que le nombre d'idées. On dit là, les idées sont plus dures à avoir, mais avec l'IA, la plupart des idées nouvelles, c'est des recombinaisons d'idées anciennes. Avec l'IA, vous pouvez recombiner beaucoup plus, quoi. Et donc ça, c'est pour ça que même maintenant Gordon, il est en train d'ouvrir ses yeux grands comme ça, quoi. Parce qu'il voit bien qu'il se passe quelque chose avec l'IA. Tu vois? Donc, voilà. Et même Jones, maintenant, il commence à ouvrir ses yeux comme ça, quoi. Donc c'est très bien. Voilà. Vous étiez des brebis un peu égarés, d'ailleurs pas trop. Vous revenez au bercail. On est d'accord. On va être... Voilà. Mais c'est intéressant parce que, en fait... Mais il y a quand même de la vérité dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que là où Gordon et Jones ont raison, c'est qu'il est vrai qu'à l'intérieur même d'une ligne donnée, les idées deviennent de plus en plus dures à avoir. Mais il y a toujours on rebondit. Et ce que montre Mokir, et je vous encourage à aller écouter Mokir quand il va donner... si vous pouvez entendre la leçon Nobel de Mokir, écoutez-la, mais il va venir vous la faire chez vous, ici, en mai. C'est en mai, Patricia, ou en avril qui vient Mokir? En mai. Il vient vous donner 3 cours ici, ne les manquez pas, et il va vous expliquer à quel point, souvent, les gens qui ont fait les innovations secondaires d'avant arrivent à trouver des idées pour la prochaine innovation fondamentale. C'est-à-dire que souvent, on croit qu'on va du fondamental au secondaire, mais il va vous montrer comment des gens qui ont travaillé sur des innovations précédentes en faisant des secondaires ont eu l'idée, ont eu le déclic pour la prochaine grande innovation. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en épuisant une ligne, tu as l'idée de la suivante, de la grande idée, celle qui va donner plein de choses, quoi. En fait, tu cueilles un arbre, un fruit un peu amer, mais il te donne l'idée d'un arbre fruitier nouveau, quoi. Tu vois? Et c'est ça qui est... Donc, tout le monde a un peu raison, au total, là-dedans. Tout le monde a un peu raison. Gordon et Jones ont raison de dire qu'à l'intérieur d'une ligne donnée, tu as des rendements décroissants, mais là où Mokir a raison, c'est que sans arrêt, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Voilà. Est-ce que on peut discuter de... Est-ce que c'est une chose que le débat qui vous... Ça vous suggère que... Voilà, donc je peux parce que donc voilà, donc c'est voilà, donc si vous voulez, donc c'est ça qui était un peu pour moi voilà, qui est un peu ma ligne critique. Et donc nous, on est en train de le faire sur les idées d'économie. On voit qu'en idée d'économie, dans chaque domaine particulier, tu as une courbe en cloche, mais il n'y a jamais eu autant de papiers d'économie de qualité, et on doit multiplier le nombre de journaux parce qu'on n'a pas assez, il n'y a pas assez de place pour les papiers d'économie. Alors maintenant, les gens diront, est-ce que ça a fait avancer la croissance? Voilà, et on lui dit, c'est bien joli tout ça, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Voilà. Alors ça, il y a une grande question là-dessus, évidemment. Voilà, donc je vais... voilà, donc on surestime, donc on considère d'abord séparément la recherche sur chaque ligne de produit, mais on ne regarde pas qu'il y a tout le temps de nouvelles lignes, finalement. Et on ne se concentre pas sur la fonction remplie par les différents produits. Je voudrais quand même passer un peu de temps là-dessus, parce qu'il y a l'idée que je vous ai sortie, mais ça va plus loin. C'est qu'on se concentre sur une ligne de produit, mais on ne regarde pas forcément la fonction qu'elle remplit. Ça se rapporte à ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que peut faire un chip? Est-ce qu'il peut faire beaucoup de choses ou peu de choses? Et là, ça veut dire qu'on regarde par-delà le produit, on regarde les fonctions remplies. Et je vais être beaucoup plus concret dans un moment. La deuxième chose, c'est qu'on surestime l'effort de recherche déployé pour produire de nouvelles idées. Et 3, on suppose une parfaite efficacité dans les dépenses de R&D. Alors, je veux juste parler de ces 3 arguments-là, quand même. Ça, c'est à nouveau une pierre dans le jardin de Jones et al., hein, d'accord? Alors, la recherche sur chaque ligne de produit plutôt que les fonctions produites. La photographie, par exemple, c'est intéressant, ça, quand même. Ça vous ramène sur l'idée de qu'est-ce que j'arrive à faire avec un chip, ou qu'est-ce que j'arrive à faire avec une caméra, qu'est-ce que j'arrive à faire avec un iPhone. Kodak
le Kodak, vous vous rappelez des Kodak? Moi, je ne sais pas, même moi, à mon époque, on avait des Starlex, des Starlux et des Starlet. Vous vous souvenez des petits Kodak? Non, vous n'avez jamais eu des Starlux et on développait les photos. Edgar Quinet, non, vous ne vous souvenez pas? Non, pas au cimetière, hein, à côté. Bon, alors, le Kodak a progressivement été remplacé par l'appareil photo numérique. Voilà. Et d'accord, et on voit, et le smartphone, d'accord? Donc, on voit vraiment comment l'appareil photo numérique et le smartphone remplacent l'appareil Kodak. Vous voyez, donc le Kodak, il est en gris, le numérique est là, et vous avez après le smartphone qui arrive ici. D'accord. À l'arrivée des premiers appareils numériques, la productivité de la recherche sur Kodak est déclinante. Vous voyez? Mais au contraire, l'amélioration des appareils numériques est rapide, puisque la technologie n'en est qu'à ses débuts. Et vous voyez bien comment une ligne remplace une autre ligne? Vous voyez? D'accord? Plutôt que de considérer les technologies séparément, il est donc parfois nécessaire de s'intéresser à une séquence de technologies remplissant une même fonction. D'accord? Donc, donc ça, ça revient à l'argument que j'avais sorti tout à l'heure. D'accord? Bon, maintenant, deuxième chose, il se peut que, en fait, nos amis surestiment l'effort de recherche déployé pour produire de nouvelles idées sur chaque ligne. Donc, ils ont une définition relativement large de l'effort de recherche déployé. La précision de ces définitions est pourtant clé dans la mise en valeur d'une baisse, dans la mise en évidence d'une baisse de la productivité de la recherche. Par exemple, je vais être très concret, semi-conducteurs, ils surestiment l'effort de recherche dédié à l'augmentation du nombre de transistors, pour deux raisons au moins. Un effet de quantité, les auteurs prennent en compte le nombre total de chercheurs travaillant chez Intel. Or, ces chercheurs ne se consacrent pas tous à la recherche sur les semi-conducteurs. Si en 71, 75% des brevets déposés par Intel se rapportent à des semi-conducteurs, en 2010, cette proportion chute à 8%. Donc ils allouent mal, ils ne savent pas allouer. Ils disent les chercheurs d'Intel, mais ils travaillent peut-être un peu sur les semi-conducteurs, mais ils travaillent sur d'autres choses également. Et eux, ils font comme s'ils travaillaient entièrement sur Intel. Donc ils surestiment l'effort de recherche. Alors évidemment, avec là, c'est facile de trouver qu'avec beaucoup d'efforts, tu fais peu. Mais en fait, ils se consacrent à d'autres choses, d'accord? Et un effet de qualité parmi les chercheurs travaillant sur les semi-conducteurs, tous ne se concentrent pas à augmenter le nombre de transistors. Certains cherchent également à améliorer la performance des puces à nombre de transistors donnés. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un agencement plus astucieux de ces transistors, permettant de dissiper plus rapidement la chaleur générée. Donc, vous voyez, ils ne font pas tous, et c'est là qu'ils ne mesurent pas bien l'effort de recherche, tu vois. Pas facile non plus, hein. D'accord ? Alors, leur approche suppose aussi une parfaite efficacité dans l'allocation des dépenses de R&D. Mais l'allocation peut être inefficace pour au moins deux raisons. Une duplication des dépenses de R&D à cause de la concurrence. Par exemple, une chose qui se passe, c'est qu'une des raisons pour lesquelles tu as beaucoup d'efforts de recherche avec moins de productivité, c'est que beaucoup de gens se font la concurrence. Donc, tu as une duplication des ressources. Ça ne veut pas dire que les idées sont plus dures à trouver. Ça veut dire qu'on est de plus à faire la course. Donc, évidemment, on fait la même chose parce qu'on est concurrents. Mais ça ne reflète pas le fait que les idées sont dures à avoir. Ça reflète l'effet que la concurrence s'est intensifiée. Et évidemment, quand on sait la concurrence, on a un peu les mêmes investissements, quoi. On fait la course. Citroën et Renault, ils font un peu la même chose. Tu vois, ils font la course l'un avec l'autre. Bon. D'accord ? Et l'autre chose, c'est que la R&D peut parfois constituer un investissement défensif. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui investissent en R&D et qui brevettent pour mettre des barrières à l'entrée et empêcher d'autres entreprises de venir. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des aspects concurrence et barrières à l'entrée qui peuvent sous-tendre le fait qu'il y a une augmentation du nombre de chercheurs qui ne se traduit pas dans une augmentation de la productivité. C'est-à-dire que, mais alors là, ça renvoie pas vraiment au fait que les idées sont plus dures à avoir, ça renvoie à des trucs très schumpeteriens, c'est-à-dire les entreprises en place, et elles utilisent toutes sortes de stratagèmes pour décourager l'entrée de nouvelles entreprises. Certaines de celles, ça peut être de la publicité, mais ça peut être aussi beaucoup de ce qu'on appelle de brevets défensifs. C'est-à-dire, je mets beaucoup de brevets pour te faire peur, te dire, voyez, je pourrais les appliquer, donc ne viens pas m'embêter, parce que je vais les appliquer. Et je ne les applique pas pour le moment, mais ne viens pas m'embêter. Donc je mets beaucoup de brevets pour faire une ligne de défense. Tu vois, ça, c'est des considérations stratégiques qui sont totalement dans le monde schumpeterien et qui peuvent expliquer pourquoi tu as une augmentation du nombre de brevets pour une même augmentation de trop de croissance. Tu comprends ? Mais ce n'est pas des raisons qui tiennent au fait qu'intrinsèquement, les idées seraient plus dures à avoir. Vous voyez ? Ça a tout à voir avec des aspects stratégiques. Vous me suivez encore ? Mais vous êtes incroyable. Vous êtes formidable. Eh bien, bon, on continue alors. Voilà. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il peut y avoir d'autres explications ? Alors, je vais maintenant essayer de dire, bon, les idées plus dures à avoir,
moi, je ne suis pas très convaincu. Alors, voilà, en tout cas, il y a des questions qui se posent. C'est un très bel article, mais il pose des questions qui n'ont pas été résolues. Et voilà, et donc il y a des réponses à ça. Et donc moi j'ai fait un papier au début, donc on a un papier nous théorique qui dit qu'en fait les idées ne sont pas plus dures à avoir, même sans IA. Et donc on a un papier théorique, et par ailleurs, que je vais mettre sur le site, mais il y a beaucoup d'équations là-dedans. Et puis on est en train de faire cette recherche empirique sur les papiers d'économie, mais là la recherche elle est en progrès. Donc pour le moment je ne peux pas sortir une recherche que je n'ai pas encore. Enfin, voilà, il faut que ça soit terminé, enfin, qu'on ait quelque chose de montrable quand même. Voilà. C'est toujours très important de poursuivre la recherche. Vous savez, on m'a dit, moi, je voulais dire, c'est que dans les Nobel, quelqu'un m'a dit, tu sais que si tu as un Nobel, voilà ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est un peu le nirvana, et puis après, tu tombes tu as un peu une dépression. Je ne dis pas une dépression, c'est que tout d'un coup, tu as perdu un peu le... Et ce qui, moi, me sauve, c'est que j'ai tous mes jeunes avec moi, avec qui on travaille, on a des projets de recherche et on n'abandonne pas. Et surtout, il ne faut jamais abandonner la recherche. Je crois que c'est très important. Donc, il n'y a aucune chance que je fasse autre chose que de la recherche. Voilà. S'il y en a qui s'inquiètent que je sois tenté par d'autres carrières que la recherche, la probabilité est 0. Je ne ferai jamais autre chose que de la recherche. Voilà. Bon, expliquer la stagnation séculaire autrement. Alors, donc on va voir s'il n'y a pas d'autres explications, d'accord? Donc, une première explication, c'est que eh bien, les vagues technologiques se diffusent incomplètement. Une autre, c'est que les conditions de crédit se sont relâchées. Et ça a permis l'émergence de firmes zombies. Et les firmes zombies, ça plombe la croissance, d'accord? La troisième explication, c'est qu'on ne sait pas mesurer la croissance de la productivité. Et la quatrième explication, c'est l'essor des entreprises superstars, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et c'est par ça que je terminerai, parce que c'est celle que je préfère, évidemment. Hein. Je termine par celle dans laquelle je crois le plus. Voilà, je vais donc d'abord regarder la diffusion incomplète des vagues technologiques. Donc, on l'a vu dans la leçon consacrée aux vagues technologiques, donc c'était il y a deux cours, enfin c'était il y a 3 semaines du coup, puisqu'on a eu le 11 novembre. Certains pays profitent avec retard et incomplètement des vagues de productivité. Ce retard peut s'expliquer notamment par des rigidités structurelles, nous l'avons vu. Il y a des rigidités qui font que des pays, on met un certain temps à adapter l'organisation de nos entreprises, de la société, pour pouvoir intégrer pleinement la nouvelle vague technologique. Donc ça, on les a vus un peu, les rigidités structurelles. Hein. Notamment dans l'organisation des entreprises, comment on s'est débarrassé de l'arbre, le fameux arbre je ne sais plus comment il s'appelait, et passé de l'arbre à la chaîne. Il y avait des grosses rigidités, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, d'accord? Des politiques économiques inadéquates peuvent également retarder. Donc voilà, donc ça c'est... bon, par exemple, si je regarde le Japon et la Suède, depuis le début des années 80, la croissance de la productivité s'est accélérée en Suède. Dans le même temps, elle ralentit au Japon. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ces évolutions inverses du Japon et de la Suède? Donc, si vous regardez le Japon, donc moi je vous l'avais déjà dit, eh bien, vous avez une croissance très forte entre 1945 et la fin des années 80. Alors, il y a évidemment quelles explications? Pourquoi ce ralentissement de la croissance au Japon? Eh bien, vieillissement de la population, emprise des grands conglomérats. Alors ça, c'est vrai que ça nous ramène aux conglomérats, d'accord, mais qui ont plombé, quoi. Donc ça, c'est une évolution qui fait que même s'il y a la vague d'éthique, eh bien, le Japon ne peut pas prendre pleinement partie de la vague d'éthique parce qu'il y a des rigidités au Japon qui l'empêchent. Un, c'est le vieillissement de la population. Les personnes, voilà, donc ça fait que ça ne favorise pas la prise de risque, évidemment, et l'emprise des conglomérats qui ont peur de toute chose nouvelle. Donc ça va freiner l'absorption par le Japon de la vague d'éthique. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc si je regarde, par exemple, il y a une démographie atone. D'accord, la population japonaise connaît un vieillissement prononcé. Ce vieillissement couplé à un dépeuplement diminue la population active, donc les travailleurs susceptibles d'implémenter les nouvelles innovations. D'accord, et vous voyez l'évolution. Vous voyez l'évolution le graphique représente l'évolution constatée prochaine de la population japonaise et sa donc décomposition par tranche d'âge. Et vous voyez que, eh bien, il y a un déclin plus important. La population totale diminue, mais la population en âge de travailler diminue elle aussi, mais la population âgée de plus de 65 ans, elle, plutôt a tendance à augmenter. Vous voyez vraiment la comparaison notamment entre cette courbe-là et cette courbe-là. Donc ça, c'est vraiment... Si on se concentre sur la population en âge de travailler, on obtient la courbe ci compte sur le temps long. Vous voyez que eh bien, l'essor économique du Japon a été porté par une population active croissante, mais depuis les années 90, cette population active est en déclin. Avec elle, la productivité. Quoi, voilà. Donc ça, c'est les tranches d'âge de 15 à 64 ans.
Et vous voyez, de 1950 à 2050, ça augmente et ça rebaisse. Vous voyez. Donc ça, c'est un aspect très important. L'autre, c'est les conglomérats. Les keiretsus, c'est le terme utilisé au Japon pour désigner un groupe d'entreprises dans des domaines variés, mais c'est à la fois industrie et banque, okay, reliés par des participations croisées. Et le terme apparaît dans les années 50. On parlait avant de zabaitsu, mais celles-ci sont démantelées à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, Mitsubishi, elle est créée en 1970 comme entreprise de transport maritime. Elle investit dans l'exploitation minière. Elle diversifie sa production fin du 19e, progressivement. Tu as Mitsubishi Bank, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Heavy Industries, industrie lourde, Mitsubishi Chimie, Mitsubishi Composants matériel électrique, Nikon, tu vois, etc. Et l'emprise tentaculaire de ces entreprises nuit à la diffusion de l'innovation. Et donc, voilà, dans le même temps, d'importantes... Alors ça, c'est vraiment le Japon, c'est vraiment l'histoire qu'au Japon, ils auraient dû profiter de la vague d'éthique, mais ils ont des rigidités, notamment, si tu veux, le vieillissement de la population et le fait que tu as ces keiretsus qui empêchent l'entrée de nouveaux innovants qui, eux, auraient intégré l'éthique. C'est ça le truc, c'est que c'est souvent les jeunes entreprises, parce que les anciennes entreprises, vous voyez, il y a toujours le phénomène que j'ai parlé de dépendance au sentier. Je tends à continuer à faire ce que je faisais avant. Donc ceux qui, en général, introduisent les nouvelles technologies, c'est les jeunes, c'est les nouveaux. Seulement ces grosses entreprises, ces keiretsus, elles font barrage à l'entrée des nouveaux, qui seraient porteuses des nouvelles technologies. Donc ça ralentit la diffusion des vagues, vous voyez. D'accord, donc ça, c'est la première, ça, c'est ce qui se passe au Japon, c'est l'histoire japonaise. L'histoire, par contre, en Suède, eh bien, vous avez une réforme fiscale très importante. On simplifie le système en 91 pour l'aligner sur celui des voisins d'Europe du Nord. On instaure un taux forfaitaire d'imposition du capital, tout en conservant une imposition progressive du travail. On réduit le nombre de niches fiscales, on diminue le taux marginal d'impôt sur le revenu. Là, il y a une réforme de la dépense publique pour améliorer l'efficacité. On passe de 1,7 million d'employés à 1,3 dans le secteur public, en dépenses d'assurance maladie contenues. Alors, je ne dis pas que tout est bon, je pense qu'à mon avis, le système de santé en Suède s'est trop dégradé, le système éducatif également, donc je ne serai pas là pour faire la décalcomanie sur tout ce qui s'est fait en Suède. Et on met en place un système de retraite par points, sans âge pivot. Bon, bref. OK. Donc, ces réformes s'accompagnent d'un effet positif sur l'innovation. Entre 1990 et 2010, le nombre annuel de brevets pour 1000 habitants passe de 1 à 2,5, d'accord, alors que ça passe de 0,8 à 1,25 en France. Ça permet à la Suède de connaître une forte hausse de sa productivité. Il y a un rebond de la croissance de la productivité, en fait, alors que le Japon voit sa productivité chuter. Donc, vous avez vraiment... Voilà, donc c'est intéressant que, si vous voulez, les Suédois ont fait des réformes. Tout n'est pas parfait en Suède, d'accord. J'aurais beaucoup à redire sur la réforme éducative et beaucoup à redire sur la réforme de santé. Je ne suis pas pour copier, mais ça a permis à la Suède de surfer sur la vague d'éthique, alors que le Japon avait des rigidités qui ne l'ont pas permis de surfer sur la vague. C'est intéressant. Il y a l'idée que pour pouvoir surfer sur une vague, il faut que vous ayez des institutions qui permettent. D'accord. Ah là là, je fais partir des gens. Je suis désolé. J'espère que je n'ai pas fait de gaffe. Moi, gaffé, jamais. Bon, aïe, j'espère que ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est embêtant. Bon, bref. Les conditions de crédit se sont relâchées entre 90. Alors, l'autre histoire, l'autre explication, c'est par les conditions de crédit. C'est-à-dire qu'en fait, entre 90 et 2020, eh bien, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, d'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et en particulier depuis la crise de 2008, eh bien, pour empêcher une grosse récession, parce qu'on a quand même appris les leçons de la crise de 29, on a quand même décidé qu'on n'allait pas refaire, on ne voulait pas de gens qui se jettent par la fenêtre en masse, vous voyez, un truc, c'est pas très sympathique, et on a décidé qu'on allait amortir. Et c'est quand même l'idée qu'on apprend, quand même l'économie, c'est quand même utile, c'est qu'il y a eu des leçons tirées de la crise de 29, et on s'est dit on ne va pas refaire les mêmes erreurs après la crise de 2008 qu'après la crise de 29. Donc il y a eu des politiques, disons, qui ont favorisé, vous voyez, qui ont limité l'effet récessif de la crise financière, d'accord ? Donc notamment des politiques monétaires de taux très bas. C'est ce qu'on appelle quantity easing. Les taux d'intérêt s'apparentent au prix d'un investissement. Des taux plus bas a pour objectif de stimuler l'investissement. Je vous ai toujours dit, pour stimuler l'investissement, il faut en fait baisser tout ce qui baisse les taux d'intérêt, stimule l'investissement, évidemment, d'accord ? Donc, voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les taux d'intérêt à long terme
pour les trois blocs économiques occidentaux, zone euro, Japon, États-Unis, vous voyez qu'il y a une baisse générale des taux d'intérêt, d'accord? L'Europe, le Japon, les États-Unis, d'accord? Ça, donc, on constate une forte baisse de ces taux depuis 1990 dans chacune de ces trois zones. En Europe, où l'effet de la crise a été la plus durable, la baisse des taux est particulièrement prononcée entre 2010 et 2015, d'accord? Ce relâchement des conditions de crédit, évidemment, ça a un bon côté, c'est que ça a évité la grosse récession, mais le côté négatif, c'est que ça a permis à des entreprises inefficaces de se maintenir sur le marché. Vous voyez? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les firmes zombies. Vous maintenez des firmes pas efficaces. Et ça, évidemment, ça entrave l'entrée de firmes plus efficaces. Vous voyez? Parce que, évidemment, les firmes qui sont là, elles prennent des ressources, et donc ça rend plus coûteux. Parce qu'on se bat pour des travailleurs, on se bat pour des employés ou d'autres ressources limitées. Et donc, évidemment, plus les entreprises zombies restent sur le marché, plus ça augmente le taux d'entrée, le coût d'entrée, pardon, de nouvelles firmes innovantes. D'accord? Donc, une façon d'étudier, donc on va regarder la proportion d'entreprises zombies. Elles existent depuis au moins 10 ans, mais elles sont si peu rentables que leurs résultats ne suffisent pas à payer les intérêts de leurs emprunts pendant 3 années de suite. C'est ça la définition d'une firme zombie. Et on voit que la proportion d'entreprises zombies, dans 14 des principales économies développées, vous voyez que ça a augmenté. La probabilité de rester une entreprise zombie une année supplémentaire, c'est la courbe en bleu. Et vous voyez, donc, on voit qu'en fait, eh bien, depuis les années 90, il y a une augmentation du phénomène d'entreprises zombies. Ce phénomène se répand, d'accord? Voilà. Alors, on remarque aussi une hausse de la proportion, on remarque bien une hausse de la proportion d'entreprises zombies dans les économies. Cette hausse s'accompagne d'une hausse de la durée pendant laquelle une entreprise zombie survit, hausse de la probabilité de rester zombie 1 an de plus, et tout ça augmente. Vous voyez que la probabilité de demeurer zombie quand vous l'êtes cette année et de demeurer encore sur le marché a augmenté. Donc vous êtes une entreprise qui n'est pas performante, vous avez de plus en plus de probabilité de rester. Entre 1990 et 2015, la proportion d'entreprises zombies dans les économies étudiées est passée de 1% à 12%. Leur probabilité de se maintenir 1 an de plus est passée de 55 à 85%. Et voilà. Et donc, moi, ce qu'on doit regarder, nous, c'est de regarder un petit peu l'effet que ça a sur la croissance. C'est-à-dire que nous, on a regardé un phénomène très intéressant, je vais aller très vite, c'est de dire que, en fait, si je relâche la contrainte de crédit, au début, si je parle d'une situation où j'ai des contraintes de crédit très fortes, je relâche les contraintes de crédit, je fais baisser le taux d'intérêt, par exemple. Initialement, ça encourage les firmes à innover davantage parce que le coût du crédit baisse, notamment le coût d'emprunt pour innover. Donc au début, tu as un effet positif sur la croissance. Mais il arrive à un moment donné où l'effet devient négatif parce que tu laisses trop d'entreprises zombies et ça décourage l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. Donc quand tu dis, voilà, partant d'un système, partant d'une situation où j'ai un marché de crédit très contraint, je relâche la contrainte de crédit, initialement, ça peut être bon parce que les entreprises peuvent investir davantage, les entreprises en place peuvent investir davantage dans la recherche-développement, mais le côté négatif, c'est que ça laisse des zombies davantage rester sur le marché, et du coup, ça décourage des entrants potentiels. Et ça, c'est l'effet négatif, d'accord? Et il y a ces deux effets-là. Donc, quand vous faites une politique de relâchement de la contrainte de crédit que vous devez faire quand vous êtes dans une situation de crise, vous devez faire attention de ne pas la garder trop longtemps, parce que vous avez l'effet négatif. Alors au début, c'est très important d'empêcher une récession de masse, mais il faut faire attention de ne pas la maintenir trop longtemps, parce qu'à ce moment-là, si vous la maintenez trop longtemps, alors l'effet négatif devient vraiment dominant. Et c'est comme ça qu'il faut manipuler la politique monétaire. Il faut qu'elle soit contracyclique, c'est-à-dire vous relâchez quand ça va mal, mais dès que ça commence à aller un peu mieux, et nous, un des gros problèmes qu'on a eu en France avec le Covid, il fallait faire le quoi qu'il en coûte, mais il ne devait pas durer jusqu'en 2022. Et pourquoi il dure jusqu'en 2022, à votre avis? Là, je vais vers la moitié de la salle qui va partir, je sens. Restez! Les élections de 2022. Je pense que c'est l'économie politique. Je pense que personne n'osait dire en 2021 « j'arrête le quoi qu'il en coûte ». Voilà. Je crois que personne. Si vous trouvez quelqu'un qui osait le dire, signalez-le-moi. Donc vous voyez, je ne vais pas pour l'un pour l'autre. Hein. Mais je pense que c'est intéressant, parce que c'est un phénomène intéressant. C'est-à-dire que 2022, vous avez le Covid, il faut évidemment faire le quoi qu'il en coûte, parce que sinon on tombe dans une récession de masse, mais la question c'est jusqu'où il fallait le maintenir. Et tout le monde pense qu'il fallait arrêter en 2021. Quoi. Et on l'a maintenu 1 an de trop. Je pense qu'on souffre en partie en France de l'avoir maintenu 1 an de trop. Et on l'a maintenu 1 an de trop parce que personne, avant les élections de 2022, n'osait dire « je stoppe ».
qui aurait gagné des élections en disant j'arrête le quoi qu'il en coûte. Compliqué, hein? Ça, c'est les... Voilà. Mais bon, voilà. Bref. Il y a plein de choses que j'aurais dit avant le 13 octobre, que je ne dis plus après le 13 octobre. Il y a le 13 octobre, vous voyez, c'est... Voilà. Et encore, j'en dis beaucoup trop. Voilà. Alors là, je vais vous montrer une expérience amusante. C'est le programme, c'était pour avoir un effet causal. Vous savez que toujours, c'est intéressant en économie, c'est d'identifier un effet causal. Et donc, je vais regarder un effet causal. Et l'effet causal que je vais regarder, c'est l'effet d'un relâchement du crédit décidé par Mario Draghi. C'est une mesure intéressante. Et quand il était président de la BCE, vous voyez, je parle beaucoup de Mario Draghi. Il y a Mario Draghi, président de la BCE, il y a Mario Draghi, que j'ai connu en 89, quand Macron a 12 ans. Il y a Mario Draghi quand il est président du Conseil italien. Donc, j'ai beaucoup d'incarnations de Mario Draghi. Moi, celle que je regarde là, c'est le président de la Banque centrale européenne. Et il décide de créer le programme de créances additionnelles. Et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il se passe? En fait, la chose est la suivante. Les banques commerciales de la zone euro peuvent se refinancer, c'est-à-dire obtenir un prêt auprès de la Banque centrale européenne en échange de mettre, si vous voulez, d'utiliser comme hypothèque certains des actifs. C'est quoi les actifs des banques? C'est leurs prêts aux entreprises. Donc ils disent, voilà, j'utilise mes prêts aux entreprises comme un gage, c'est comme une richesse que j'ai. Et je gage là-dessus un emprunt que je fais auprès de vous. Mais évidemment, la Banque centrale, elle va dire, oui, mais si des emprunts, c'est des prêts à des entreprises qui vont faire faillite, c'est pas très intéressant pour moi. Donc la Banque centrale va mettre la barre quelque part. Elle va dire, les très mauvais prêts, là, une entreprise dont je sais qu'elle ne repaye jamais, ça vaut rien du tout, quoi. Ça, je n'accepte pas. Par contre, si vous utilisez les prêts que vous faites à des entreprises très fiables, eh bien, là, je prends, d'accord? Et qu'est-ce que fait Draghi? Il baisse la barre un peu. Il dit, écoutez, moi, c'était là, je mets la barre là, quoi. D'accord? Donc, je vais mettre la barre un peu plus bas. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que donc, en fait, voilà, il y a... Et donc, si vous voulez, ça a permis de libérer du crédit. Donc, les banques, elles ont pu se refinancer plus facilement et donc prêter plus facilement. D'accord? Et donc, en fait, il y a plusieurs... On classe les entreprises en plusieurs catégories. La catégorie A, c'est celles qui sont très performantes, dont tu sais qu'elles vont te rembourser. La catégorie B, c'est moyen. Et la catégorie C, c'est les entreprises dont tu sais qu'ils ne vont jamais te repayer, quoi. C'est comme dans un film de Truffaut, je crois que c'était Domicile conjugal, quelqu'un dit, tu me reprêtes 10 €, c'était des francs à l'époque, et tu sais que la personne ne paiera jamais. Moi, j'adore Truffaut, donc je parle tout là. Alors voilà, bon, je ne vais pas parler de ça, donc voilà. Et en fait, ce que fait Draghi, c'est qu'au début, il n'y a que le A qui passe, qui peut être utilisé. Vous ne pouvez utiliser que les prêts à des entreprises de catégorie A comme collatéral, comme gage. Ce que fait Draghi, c'est qu'il va mettre le 4 avec. Il va enlever le 5+, il va dire ça, non, mais il va diviser, il va dire 3++, 4+, et 4. Et le reste, non. D'accord? C'est ça que fait Draghi. L'effet, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, évidemment, tu regardes l'évolution des taux de croissance de prêt entre le 4 et le 5+, évidemment. Le 4 et le 5+, sont dans la même catégorie avant. Mais après, Draghi dit, moi je prends le 4, mais le 5+, je ne prends pas. Évidemment, les volumes des prêts continuent à augmenter pour le 4 et elles baissent dramatiquement pour le 5+. Tu vois? Donc tu vois bien qu'il y a séparation. Donc au début, c'est une expérience naturelle. Au début, le 4 et le 5+, on ne peut pas les distinguer. Et après, on peut les distinguer. D'accord? Et alors, ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est que donc, tu vas regarder ce qui se passe pour les entreprises là, les 5+ et les 4, tu comprends? Il y en a d'autres, elles vont continuer à avoir, elles vont avoir plus d'emprunts et les autres moins. Et tu peux voir ce qui se passe pour elles. Donc, ce que tu fais, c'est que tu as un groupe de traitement qui sont les entreprises qui sont de 4, mais les 5+, c'est le groupe de contrôle. Ils étaient avant identiques et après, ils sont plus identiques. C'est très joli comme truc, hein, voilà. Alors, donc, à ce moment-là, ce que tu te vois, c'est que donc, tu conduis un relâchement, la politique, le programme ACC conduit à un relâchement de la contrainte de crédit pour les entreprises 4, en comparaison, c'est les groupes de traitement, en comparaison des entreprises notées 5+, sur le groupe de contrôle. D'accord? Donc voilà. Et qu'est-ce que tu vois? C'est que, comparé au groupe de contrôle, eh bien, tu vois que, eh bien, sur la productivité des entreprises qui sont 4 vont augmenter parce qu'elles vont pouvoir investir plus en R&D. Tu vois, elles vont pouvoir innover plus que les autres parce qu'elles vont avoir de meilleures conditions de crédit. Tu vois, les entreprises auxquelles Draghi donne
dont il permet d'augmenter les prêts, dont il permet que les banques, ces entreprises qui peuvent être utilisées, dont les prêts, ces entreprises que les banques peuvent utiliser pour gager leurs emprunts auprès de la Banque centrale, eh bien, avant, ça ne pouvait pas être gagé, maintenant ça peut. Pour ces entreprises-là, ça dope leur effet sur l'innovation, sur leur productivité. Tu vois, je veux dire. Tu as en fait relâché l'accès au crédit des entreprises 4, mais pas celles de 5+. D'accord ? Mais, donc voilà, donc tu as un effet positif sur la productivité des entreprises classées 4. Mais par contre, donc ça je veux passer, par contre, la chose, c'est que, en fait, quand tu regardes le risque de défaut, eh bien, les entreprises classées 4, eh bien, elles ont moins de risque de faire faillite. Elles vont être plus zombies quelque part, tu vois. Et c'est en fait, et on peut regarder même plus loin, c'est que en fait, c'est particulièrement les moins productives qui vont pouvoir demeurer le plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la différence, c'est parce que les moins productives, elles seraient parties sinon, parce qu'elles seraient mortes de leur belle mort. Et ce que tu fais, c'est qu'en fait, en relâchant les contraintes de crédit, tu permets aux entreprises 4, évidemment, d'un côté, d'investir plus dans l'innovation, mais tu leur permets surtout de survivre, et notamment aux entreprises les moins productives. Donc, c'est une sélection qui va dans le mauvais sens. Tu permets aux moins productives de survivre, et évidemment, l'effet sur l'entrée est négatif. Et tu vois bien qu'il y a cet effet négatif. Donc, d'un côté, évidemment, relâcher le crédit, ça dope l'innovation des entreprises qui restent là, mais d'un autre côté, ça permet la survie, peut-être d'entreprises qui ne devraient pas survivre, et qui devraient laisser la place à des entreprises plus innovantes et plus productives. Et tu vois les deux effets du relâchement de la contrainte de crédit. Et tu dois toujours, quand tu fais la politique monétaire, regarder ces deux effets-là. Et tu vois, la nouveauté du modèle schumpeterien, c'est que tu regardes ça, tu regardes la politique monétaire dans un monde d'entreprise. Tu es dans une économie où tu regardes la microéconomie, l'entreprise. Quel effet ça a? D'un côté, ça permet aux entreprises d'innover plus, mais d'un autre côté, celles qui sont là, mais d'un autre côté, tu décourages l'entrée de nouvelles entreprises plus innovantes. Et tu dois toujours regarder ces deux effets. Juste au moment d'une crise, c'est le premier effet qui est important. Tu veux éviter une crise grave, mais à partir d'un certain moment, tu dois faire attention. C'est l'autre effet qui devient dominant. Et c'est là que tu dois gérer ta politique monétaire intelligemment. Tu ne dois jamais prolonger trop longtemps ton quoi qu'il en coûte, quoi. Voilà. Tu vois, ça c'est la règle. Tu en as besoin, mais tu dois savoir l'arrêter. Il faut savoir arrêter le quoi qu'il en coûte. Voilà. D'accord ? Alors, est-ce que c'est ça qui explique la stagnation séculaire? Ça, le mécanisme-là est totalement pertinent. La question, c'est est-ce qu'il m'explique, vous voyez, c'est particulièrement les entreprises de faible productivité dont le taux d'exit est réduit. Vous voyez, c'est qu'on réduit la sortie, on réduit l'exit des entreprises, la faillite des entreprises 4, mais notamment des moins productives. Vous voyez, c'est là qu'est le chiffre le plus gros et le plus significatif. Et c'est ça le côté négatif tu vois, de cette voilà. Hein, donc la baisse de risque de défaut se concentre sur les entreprises les moins productives, ce qui leur permet de se maintenir alors même qu'elles sont inefficaces, et ça décourage évidemment l'entrée d'entreprises. Alors évidemment, est-ce que c'est ça qui explique? Le mécanisme est totalement pertinent. Et il a des implications très importantes sur comment gérer le quoi qu'il en coûte, comment gérer une crise financière. Donc ça, c'est totalement pénant. Est-ce que c'est ça qui explique la stagnation séculaire? Eh bien, la chose, non, je pense que non. Si tu regardes, donc, d'abord, il y a deux choses. C'est que le coût d'emprunt, si tu veux, la contrainte de crédit, il y a deux éléments. Tu as le taux d'intérêt et tu as le coût des fonds propres, qui est là, voilà. Et le coût des fonds propres, c'est le rendement des obligations souveraines et la prime de risque. Et quand tu regardes, si les taux d'intérêt et les rendements d'obligations sont bien diminués, les primes de risque, elles ont augmenté. Donc quand tu regardes le coût total du crédit, il n'a pas tellement baissé, quoi. Il a baissé au moment du quoi qu'il en coûte, mais si tu regardes sur longue période, le coût du crédit lui-même, quand tu prends en compte la prime de risque, n'a pas tellement baissé. Donc ce que j'ai regardé, c'est effectivement, je vous ai mis en évidence un mécanisme totalement, pertinent de l'effet de relâcher la contrainte de crédit au moment d'une crise. Mais si tu regardes sur longue période, si tu vois les taux d'intérêt baisser, la prime de risque, elle augmente. Et donc, si tu regardes le coût total de l'investissement pour les entreprises, qui est la somme des deux, plus ou moins, eh bien, elle n'a pas sensiblement baissé. Voilà. Donc, si tu veux, le mécanisme dont j'ai parlé est totalement pertinent pour parler de ce qu'il faut faire ou pas faire au moment d'une crise comme celle de 2008 ou celle des Covid, mais d'expliquer la stagnation séculaire par la baisse des taux d'intérêt, ça ne suffit pas parce que les entreprises, le coût d'emprunt, c'est le taux d'intérêt, mais c'est aussi la prime de risque qui, elle, augmente. D'accord ?
La prime de risque augmente sur la période. Donc maintenant, le prix des capitaux propres à un niveau constant. Au global, les conditions de crédit sont donc moins assouplies qu'on pourrait le penser, ce qui invite à nuancer le rôle qu'elles ont pu jouer dans le ralentissement de la productivité sur longue période. Bien que le mécanisme dont je vais parler est totalement pertinent. D'accord, je vous ai appris un truc utile, mais ce n'est pas l'explication de la stagnation séculaire le plus pertinent. C'est une petite partie de l'explication, mais ce n'est pas l'explication. Alors, on va maintenant parler d'autre chose, la croissance mal mesurée. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la croissance mal mesurée. Alors, on a une accélération tendancielle de l'innovation aux États-Unis. Cette accélération est visible dans le nombre de brevets déposés. D'accord ? Brevets déposés, brevets délivrés, vous voyez que ça augmente. Mais la productivité, elle n'est pas pleinement reflétée dans l'évolution de la croissance de la productivité. Ça pourrait provenir d'un problème de mesure. D'accord ? Et donc, ce que je vais même... Donc d'abord, il y a un problème qui est le PIB. Le calcul du PIB repose sur un calcul de valeur ajoutée. On soustrait une production mesurée par le prix, enfin, c'est quantité multipliée par prix, hein, et bien on soustrait les biens et services achetés à des tiers qui ont été nécessaires pour produire, mesurés par le coût. Et ce calcul est adapté à des économies où la production de biens physiques représente une part importante de l'activité. Mais il peine à rendre compte de la part croissante de la variété de services offerts par l'économie numérique. Donc déjà, la mesure du PIB, on peut dire c'est problématique maintenant avec une économie de services. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Par exemple, il y a une chose très, très bête, Wikipédia. Il y a des contenus qui améliorent la qualité de votre vie sans passer par les prix. Wikipédia te permet d'accéder à un contenu encyclopédique gratuit. Alors faites gaffe aux pages Wikipédia, parce qu'elles sont des fois trafiquées. Blog, articles sans coût de publication. YouTube, vidéo, accès en libre accès. Réseaux sociaux, question de l'accès à la vie privée comme moyen de paiement. Donc si vous voulez, il y a des biens qui ne sont pas quantifiable. Le fait que vous avez, par exemple, vous n'avez plus besoin d'aller dans une agence de voyage, vous pouvez réserver vos billets d'avion en ligne, ce n'est pas quantifié, ce n'est pas compté dans le PIB. Donc il y a plein de choses d'abord, de services, qui sont mal comptabilisés dans le PIB. Donc le PIB ne reflète pas bien la qualité de vie, vous voyez, le niveau de vie, voilà. Parce qu'il y a toute une série de choses que vous ne pouvez pas vraiment quantifier. Voilà. Donc, et puis, le PIB, il y a une autre chose dont je voudrais vous parler. Par exemple, le marché de la photographie. Tu as une hausse exponentielle du nombre de photos prises chaque année dans le monde. 80 milliards en 2000, 1600 milliards de photos, 20 fois plus en 2015. Tu as une baisse parallèle de coût d'une photo d'environ 50 centimes à presque zéro. Le PIB peine à prendre en compte cette évolution. L'indice de prix de la photographie tient compte d'éléments matériels qui sont en train de disparaître. Et les photos sont davantage partagées que vendues. Elles deviennent un bien non marchand. Donc, vous voyez, le développement des smartphones a conduit à une baisse des ventes d'appareils, donc à une baisse du PIB, sans tenir compte du fait que les smartphones ont intégré une prise de photos de qualité. Vous voyez, tout ça fait que, voilà, les problèmes de mesure sont importants, d'accord ? Je voudrais simplement dire, en passant du coût marginal de 50 centimes à presque zéro, les consommateurs ont fait une économie totale de 40 milliards de dollars sur le marché de la photo. Pourtant, ce gain pour les consommateurs n'est pas du tout pris en compte par l'évolution mesurée du PIB, d'accord ? Voilà, donc ça, aujourd'hui, un smartphone, où est-ce que je suis là? Voilà, donc ça, je l'ai fait. Aujourd'hui, un smartphone peut être un substitut au moins partiel à un appareil photo, un GPS, un lecteur audio, une carte, un réveil. Et là, on revient, dis donc, à l'idée de la multiplicité de mes chips. Hein, on revient à mon idée de tout à l'heure. Vous voyez, je fais toujours des spirales, moi. Je reviens à l'idée que je peux faire beaucoup plus de choses. Hein, un circuit intégré aujourd'hui fait beaucoup plus qu'avant. Donc là, c'est le gros problème avec l'exemple de Jones et al., hein, en passant, d'accord ? L'intégration de tous ces éléments dans les smartphones a conduit à une baisse du PIB mesuré en raison de la difficulté à mesurer les gains de qualité des smartphones. Voilà, d'accord ? Alors là, maintenant, il y a une autre chose, et je vais simplement vous le dire, je vais vous la dire avec l'histoire d'une bouteille. Regardez, je n'ai pas de bouteille. Avant, j'avais des bouteilles, vous voyez ? Alors avec une bouteille, c'était sympa parce qu'avec une bouteille, j'avais un bouchon. Je devais d'avoir dessiné ma bouteille. J'étais assez idiot. Avant, j'avais une bouteille. Vous voyez, ça, c'est dommage. Vous voyez, je vois qu'avec un verre, je ne peux pas faire pareil. L'autre, c'est l'idée de la chose suivante. C'est une autre raison pour laquelle je mesure mal la croissance de la productivité. Je vais peut-être le faire là. C'est la destruction créatrice. C'est-à-dire la chose suivante. J'ai une bouteille avec un bouchon. Je dessine très mal, hein, d'accord ? Et je mets mon bouchon comme ça. Bon, première expérience, je ne change pas le bouchon et le prix de la bouteille augmente. C'est de l'inflation pure. Bon, maintenant je vais faire une deuxième bouteille.
Et puis, alors le bouchon, je ne sais pas comment je vais le faire. Je le fais comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas, c'est comme ça que je dois faire mon bouchon. J'en sais rien comment je dois le faire. Et le bouchon a changé. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment le faire. Bon, j'en sais rien. Bon. En tout cas, je ne sais pas comment je dois le faire. Je ne sais pas comme ça, voilà. Je ne sais pas. Bon, j'en sais rien. Il est comme là. Alors, le bouchon. Alors, le truc, c'est que la qualité est meilleure, et le prix a augmenté. Mais je peux plus ou moins dire qu'est-ce qui est l'inflation et qu'est-ce qui est la petite amélioration incrémentale que j'ai faite sur ma bouteille. Mais maintenant, je remplace la bouteille par autre chose, par un autre bien, quoi, qui est bien meilleur. Je ne sais pas, moi, je dis un verre ici, mais c'est mieux que la bouteille. C'est-à-dire que je remplace cette bouteille par quelque chose d'autre qui va remplir la même fonction, mais qui est totalement différent. Eh bien, les instituts de statistique, ils ne savent pas faire. Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est de la destruction créatrice. J'ai remplacé un bien par un bien totalement différent. Qu'est-ce que fait l'Institut de statistique? Quand il calcule le taux d'inflation, quand il regarde qu'est-ce qui est inflation et qu'est-ce qui est augmentation de la qualité, il se restreint aux biens pour lesquels il n'y a pas de destruction créatrice. Et les biens pour lesquels il y a des destructions créatrices, il les exclut. Donc quand ils calculent le taux d'inflation, ils excluent tous les biens qui ont été remplacés par d'autres biens. Ils ne regardent que les biens qui sont comme la bouteille qui est passée de gauche à celle du milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais en général, quand tu as destruction créatrice, tu as beaucoup plus d'augmentation de ta qualité, tu vois, de ta productivité. Donc, en se restreignant uniquement aux biens qui n'ont pas été sujets à destruction créatrice, en fait, ils surestiment le poids de l'inflation et ils sous-estiment l'importance de la croissance de la productivité. Ça veut dire que notre inflation, elle est surestimée. C'est ce que j'ai toujours expliqué aux Allemands. Vous êtes obsédés par l'hyperinflation, mais vous avez, en fait, votre taux d'inflation, il est au moins 0,7 ou 0,8% de plus que ce que vous croyez, de moins que ce que vous croyez. Et le taux de croissance de la productivité, il est plus important que ce que vous croyez. Parce qu'on exclut de la décomposition entre inflation et augmentation de qualité tous les biens remplacés par d'autres biens. Parce que là, on ne sait pas faire. Tu comprends, tu dois comparer hier et aujourd'hui. Comment tu compares hier et aujourd'hui quand ce n'est pas le même bien? Tu comprends? Et ça renvoie à l'histoire de la fonction et du bien, le produit versus la fonction qu'il remplit. Tu tournes autour du même pot, mais autrement. Et donc là, j'ai fait tout un papier. Donc ça, on en parle je vous enverrai le chapitre du livre Le pouvoir de la destruction créatrice qui parle de ça. On parle d'ailleurs il y a tout un chapitre sur la stagnation séculaire qui est le chapitre 6. Et on explique exactement comment ça marche. Et tu montres qu'en fait, tu surestimes. Sauf que ça ne suffit pas à expliquer la stagnation séculaire. C'est vrai qu'on a de plus en plus sous-estimé la croissance de la productivité, mais ça explique 10% à peine de ce qu'on observe de la stagnation séculaire, tu vois. L'erreur de mesure, cette erreur de mesure-là explique juste 10%. Donc il y a encore une partie à trouver. Vous avez compris le raisonnement? Mais c'est génial, vous êtes fantastique. Bon. Ce qui fait que ça me permet d'aller à la dernière explication, directe. Vous êtes tellement rapide que je vais très vite. Donc je vais passer, voilà. Eh bien, en fait, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est l'idée suivante. Ce qu'on va faire, donc là, tout ça, je vais le passer, parce que là, je vous l'ai expliqué en 2 mots. Donc, je vais passer à autre chose. Boum, boum, boum. Ça, vous pourrez le voir dans les slides. Ça, je vous ai tout expliqué. Et c'est qu'en fait, je vais maintenant vous parler, je vais parler d'un autre papier, et après, on aura terminé pour aujourd'hui. Mais je vous conseille à regarder quand même toutes les slides. Hein. Vous les avez? Ça vaut la peine quand même. Parce que, voilà. Et donc, je passe au dernier. Alors, la dernière chose, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la vague d'éthique, eh bien, on revient à la vague d'éthique maintenant, et ça devient une explication beaucoup plus schumpeterienne. C'est qu'en fait, les dernières décennies, avec la vague d'éthique, on a vu émerger des entreprises superstars. C'était des entreprises qui ont su surfer mieux que les autres sur la vague d'éthique. Elles ont su utiliser la vague d'éthique. Qu'est-ce que ça permet, les technologies? Tu peux faire plus de choses. Moi, je vous ai dit, par exemple, tu n'as pas besoin d'aller dans une agence de voyage. Ça te permet de faire plus de choses. Tu gagnes du temps. Et bien, tu as des entreprises qui ont su mieux que d'autres tirer parti de ce temps gagné pour faire beaucoup plus de choses. D'accord? Et c'est les entreprises... Voilà.
Alors, le terme est issu d'analyse économique du secteur culturel. Dans ce secteur, un faible nombre d'individus domine le marché selon l'homoplanible du gagnant rafle tout, winner takes all. Une fois installé au sommet, une pop star peut s'appuyer sur ses succès passés pour se maintenir, alors qu'il est très difficile pour un nouvel entrant de s'imposer comme nouvelle star. D'accord? Donc, c'est un peu ça le phénomène qui s'est produit. Vous avez des entreprises, eh bien, les entreprises, vous les connaissez, c'est les GAFAM. Voilà. Here we are. Hein? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ces entreprises savent surfer sur Walmart. Walmart, très important. Grande révolution, Walmart, par rapport aux magasins Sears, etc. D'accord? Sears, Roebuck, des chaînes aux États-Unis. Donc, eh bien, ces entreprises, elles surfent sur la vague d'éthique et elles arrivent à faire plein de choses. Et elles deviennent... Alors, au début, elles dopent la croissance américaine, mais elles vont s'étendre, elles vont devenir tentaculaires. Voilà. Donc, il y a un essor de ces entreprises superstars. Il a deux conséquences, un accroissement des rentes, parce que la rente moyenne, c'est des entreprises à forte rente, et comme elles deviennent plus importantes, la rente moyenne va augmenter. Les marges moyennes vont augmenter, mais c'est un effet de composition. C'est que c'est des entreprises à rente élevée qui deviennent tentaculaires, donc la rente moyenne augmente. Et évidemment, ils vont décourager l'entrée de nouvelles entreprises innovantes parce que les entrants, ils disent à chaque fois, je vais me taper ces gens-là qui sont là, qui vont me plomber, quoi. Donc, je ne vais pas rentrer. Donc, ils vont décourager l'entrée de nouvelles entreprises innovantes, ce qui va être mauvais pour l'innovation et la croissance. Et les deux phénomènes sont liés. Les innovateurs innovent motivés par la perspective de rente future. Une fois les rentes acquises, elles permettent aux entreprises de se maintenir en place en décourageant des compétiteurs plus innovants. On est en plein dans le modèle schumpeterien, en plein dedans, d'accord ? Donc, voilà. Alors là, j'avais juste un papier, puisqu'il me reste 15 minutes. Par exemple, donc, il y a Axigit, et en fait, ils sont d'autres co-auteurs. Il y a Baz Lanze et Lotti regardent les entreprises en Italie. Et je vous avais montré qu'est-ce qui se passe en Italie. En Italie, quand vous êtes une entreprise, donc ce que je regarde en horizontal, c'est la part de marché. Quand vous êtes une entreprise très dominante, vous êtes le numéro 1, quoi. Vous êtes numéro 1. Et plus vous allez vers la droite, plus vous êtes moins dominant. Donc, plus dominant, c'est à gauche, moins dominant, c'est à droite. Quand vous êtes peu dominant, parmi les peu dominants, en fait, les gens font surtout de la R&D et de l'innovation. Peu de lobbying avec les politiciens. Et en Italie, quand vous grandissez, mais c'est pareil ailleurs, hein, eh bien, plus vous grandissez, plus vous consacrez l'investissement à avoir des liens avec les politiciens pour pouvoir vous étendre, pour pouvoir ouvrir plus facilement des succursales, etc. Et moins vous allez innover. Vous voyez, c'est intéressant. Donc on voit tout de suite que, eh bien, vous avez cette courbe, ce croisement. Quand vous êtes parmi les firmes petites, c'est surtout l'innovation qui prime, et parmi les grosses firmes, c'est surtout l'investissement dans les politiciens qui prime, d'accord ? Donc ça, c'est déjà, voilà. Donc vous voyez bien que ça vous montre que quand même, quand vous devenez leader, eh bien, vous investissez dans toutes sortes de choses pour empêcher l'entrée, quoi. Voilà. En tout cas, vous tirez parti au maximum de votre intérêt acquis, d'accord ? Évidemment, voilà, donc vous protégez les rentes, voilà. Donc ça, c'est la chose importante, d'accord ? Donc là, je voulais simplement vous dire, mais ça, je vous en ai déjà parlé, si vous regardez la croissance moyenne annuelle de la productivité globale des facteurs aux États-Unis, elle augmente beaucoup entre 1995 et 2005, et elle baisse beaucoup depuis 2005, et vous voyez que c'est surtout important. Et en même temps, dans les années 90, là, au moment où la croissance décolle, vous voyez que la concentration, c'est-à-dire la part de marché des 4 entreprises les plus grandes, le CR4, ou la part de l'emploi des 4 entreprises les plus grandes aux États-Unis dans les services, mais c'est vrai dans les autres secteurs, elle augmente très vite. Et c'est l'émergence des GAFAM. C'est l'émergence des GAFAM qui vont devenir dominants. D'accord ? Voilà, et on voit que les deux augmentent très très vite. Au moment où la croissance explose, évidemment, ils dopent la croissance, mais ils deviennent très tentaculaires en même temps. D'accord ? Et voilà. Et donc, il y a une forte concentration, donc il y a une augmentation très forte de la concentration de la production américaine. D'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est que le nombre d'établissements par entreprise augmente très fortement pour les entreprises les plus grosses. Vous voyez ? C'est ça qui est intéressant. Parce que tu pourrais penser que c'est les entreprises les plus petites qui vont croître plus vite, et que celles qui sont déjà grandes vont croître moins. Mais ce qu'on observe aux États-Unis, à partir du moment de décollage de la croissance du biotique, c'est que c'est les entreprises les plus grosses qui augmentent le plus le nombre de succursales, pas les plus petites. Et ça veut dire encore que la concentration va augmenter. Tu vois ? C'est les plus grosses qui augmentent le plus, c'est celles-là. C'est celles en rouge, quoi. Tu vois ?
Donc cette hausse contracte avec une croissance plus faible, voire nulle pour les entreprises plus petite taille. Donc ceux qui augmentent le nombre d'établissements par entreprise, c'est les plus grosses. On aurait pu croire que c'était les plus petites qui allaient rattraper les plus grosses. Non, c'est le contraire. D'accord? Cela renforce l'idée qu'il y a une concentration de l'activité économique aux États-Unis entre les mains d'un nombre limité d'entreprises. On voit à nouveau, je vous ai dit, les taux de marge moyenne, les rentes moyennes augmentent, mais pas parce qu'à l'intérieur des entreprises elles augmentent, parce que c'est l'effet de composition qui est la courbe en noir, c'est que les entreprises à forte rente, qui sont les GAFAM, deviennent plus importantes. Voilà. Eh bien, la conséquence, c'est que l'entrée des nouvelles entreprises baisse, et c'est ce qu'on observe aux États-Unis. Et ça, c'est l'explication que je privilégie, moi. C'est-à-dire que la stagnation séculaire, pour moi, c'est simplement que la politique de concurrence aux États-Unis ne s'est pas adaptée à la vague d'éthique. Et on aurait dû rendre plus difficile pour ces entreprises de grandir, de faire des fusions-acquisitions sans limite. Et c'est pour ça qu'on a observé cette baisse, tu vois. C'est pas parce que les idées sont plus dures à avoir. Les idées ne sont pas plus dures à avoir. C'est simplement parce qu'il y a eu, ces entreprises sont devenues tentaculaires sans rencontrer aucune barrière, parce que la politique de concurrence n'était pas adaptée pour les empêcher de devenir dominantes. Voyez. D'accord? Donc voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre qui s'est passé, et ça c'est Axigitates, c'est-à-dire que ces entreprises également avaient un aspect, c'est qu'elles sont peut-être en avance sur les autres. C'est-à-dire que là, on regarde, on te dit, ces entreprises, elles sont dominantes dans le secteur, et ce qui s'est passé, c'est que, quelque part, elles ont réussi, peut-être parce qu'elles ont mieux protégé leurs données, tu vois, elles ont réussi à rendre plus difficile l'accès des autres à leurs données. C'est-à-dire que, également, ce qui s'est passé, c'est un phénomène d'entreprises dominantes qui rendent plus difficile, pas seulement l'entrée de nouvelles entreprises, mais il y a l'idée que ça rend plus difficile l'accès aux données pour que les autres puissent rattraper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, tu peux quand même rattraper. Eh bien là, c'est devenu plus difficile. Et si tu regardes, entre 1980, tu regardes le gap technologique, c'est-à-dire l'écart de technologie entre les leaders et les followers dans une industrie en moyenne, tu vois que cet écart entre 80 et 2010 augmente, c'est-à-dire que l'écart de technologie entre les leaders et les followers dans une industrie, eh bien, cet écart augmente. Et ça, effectivement, ça permet aux leaders, ça fait que les leaders, d'abord, sentent moins de concurrence des autres, donc ils ont la Dolce Vita. Ils se disent, moi, j'ai moins besoin d'innover, d'accord? Et les autres sont découragés. Et donc ça conduit à ce fait que les premiers ont des rentes plus élevées, et l'innovation totale baisse, puisque ceux qui sont leaders, ils sont moins inquiétés par les autres, et les autres sont découragés. Donc l'innovation baisse. Vous voyez, ça, c'est regarder ça en termes de leader-follower. C'est-à-dire que non seulement les entreprises ont envahi plein de lignes, décourageant l'entrée dans ces lignes, mais également là où il y avait dans les secteurs où il y avait à la fois les leaders et les followers, eh bien, ces leaders ont réussi davantage à ne pas diffuser le savoir qu'ils ont vers les followers, et ça a fait que quelque part, eh bien, cette diffusion plus faible vers les followers a accru l'écart technologique entre les leaders et les followers. Et ça fait que les leaders, à un moment donné, disent, je peux mener la vie tranquille, puisque je suis moins inquiété par les followers, et que les followers, eux, sont découragés, quoi. Voilà. Et on voit que le taux d'entrée baisse, évidemment. Les nouveaux, ils sont à forte raison, s'ils savent que ça va être très dur de rattraper plus tard, ils ne veulent pas rentrer. Et évidemment, les rentes augmentent, puisque les leaders, ils ne sont pas inquiétés du tout, et le taux de rente augmente. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Donc, en fait, nous, je pense que si vous voulez, eh bien, pour lutter contre le ralentissement de la croissance, eh bien, il faut réguler les fusions-acquisitions, il faut ouvrir l'accès aux données, et il faut peut-être une politique de démantèlement d'entreprises superstars qui ne jouent pas le jeu. Et on retrouve l'idée qu'il était nécessaire d'adapter les institutions aux révolutions technologiques pour que celles-ci puissent pleinement donner leurs effets. Vous voyez, voilà un petit peu, là, je vous ai donné un petit peu un panorama de comment regarder le problème de la stagnation séculaire. Et l'approche que je privilégie, c'est une approche par l'offre. Et l'explication que je privilégie, c'est l'explication des entreprises superstars, des GAFAM, qui finissent par décourager les autres entreprises, quoi. Voilà. Et donc, adapter les institutions. C'est un thème récurrent. Merci beaucoup.